L'histoire débute avec un jeune garçon, Errol, qui déjeune tranquillement en famille. Son père, visiblement étonné par son calme, confie qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit, obsédé par l'idée de la classe de héros que son fils allait obtenir. Sa mère, elle aussi, s'exclame avec enthousiasme, tandis que sa sœur aînée, pleine d'assurance, est persuadée que son frère surpassera tous ses camarades. Leur mère acquiesce, imaginant déjà son fils charmer toutes les jeunes filles, ce qui bien sûr fait craindre à la sœur d'Errol qu'il ne lui soit arraché. Cependant, Errol, lui, est bien plus ancré dans la réalité que le reste de sa famille, se disant qu'il ne sera probablement qu'un individu tout à fait ordinaire. Dans l'univers d'Errol, les classes de héros sont des dons divins, octroyés aux jeunes dès l'âge de 10 ans, leur permettant ainsi de se spécialiser dans une multitude de compétences variées. Lorsque l'heure de la cérémonie de bénédiction arrive enfin, tous les élèves se réunissent à l'école. Un prêtre entame alors le rituel avec un premier jeune garçon. Il pose sa main sur le front de l'enfant, et celui-ci perçoit aussitôt une vision de flammes et de marteaux, confirmant ainsi sa classe de forgeron. Le jeune garçon retourne en courant auprès de son père, le visage rayonnant de pure joie, tandis que le prêtre poursuit son œuvre avec tous les élèves restants. Lorsque vient le tour d'Errol, sa sœur affirme avec conviction qu'il recevra, sans aucun doute, une bénédiction tout à fait spéciale. Il s'avance alors vers le prêtre, sous les acclamations chaleureuses de sa famille. Les gens, envieux, commencent à murmurer à propos d'Errol, persuadés qu'il obtiendra des classes avancées, tout comme ses illustres parents, Fer et Léon, respectivement Princesse Épée et Archimage. Dès qu'Errol se trouve tout près du prêtre, il ferme les yeux et concentre intensément son esprit, mais, hélas, il ne perçoit absolument rien. Le prêtre, visiblement déconcerté, est surpris qu'il ne reçoive aucune bénédiction, et déclare alors qu'Errol représente un cas exceptionnel de héros sans classe. La famille d'Errol perd instantanément tout son enthousiasme, persuadée d'avoir été complètement dupée, et que le destin de leur fils est désormais brisé, le considérant comme un échec sans le moindre talent. Dès le lendemain, Errol se met à s'exercer à l'escrime la plus ordinaire. Ses parents le rassurent, lui affirmant qu'ils ne le mettront jamais à la porte de la maison. Errol leur répond qu'il se porte très bien et qu'il ne souhaite absolument pas être un fardeau pour eux. Pendant ce temps, sa sœur lui promet de continuer à le soutenir coûte que coûte. Voyant à quel point sa famille est profondément préoccupée, Errol leur rappelle, une fois de plus, qu'il s'est toujours entraîné à l'escrime en compagnie de sa mère. Ainsi, il estime pouvoir rester utile, même sans posséder de classe spécifique. Cependant, il considère que sa mère est une professeure absolument épouvantable, car elle le projette systématiquement au loin lors de leurs entraînements, grâce à sa force tout simplement incroyable. Au moment où il achève son explication, la mère d'Errol se réjouit de la sagesse de son fils, tandis que son père, lui, envisage qu'il pourrait, après tout, décrocher un véritable emploi. Voyant toute sa famille le couvrir d'attention excessive, Errol, agacé, en a plus qu'assez de cette sollicitude et s'en va s'entraîner. En pénétrant sur le terrain d'entraînement, Errol découvre deux élèves de la classe d'épéistes qui s'affrontent en duel, leurs épées croisées. Au beau milieu de leur combat, les garçons aperçoivent Errol et lui demandent aussitôt ce qu'il vient faire là, sans posséder la moindre classe. Il leur répond avec un calme olympien qu'il compte s'entraîner, exactement comme eux. Mais les garçons lui rétorquent qu'ils ne font que s'amuser avec leurs épées, n'ayant pas besoin de s'entraîner réellement grâce à leur classe. Puis ils proposent à Errol de lui démontrer l'étendue des compétences qu'ils ont acquises grâce à leur classe, et reprennent aussitôt leur entraînement. En les observant combattre, Errol remarque la fluidité et l'aisance de leurs mouvements, attribuables à leur classe d'épéiste, et leur propose de l'affronter. L'un des garçons éclate de rire face à son audace de le défier sans posséder la moindre classe, mais Errol, lui, est convaincu de ne pas en avoir besoin. Se sentant profondément insulté, le garçon accepte le défi d'Errol, bien décidé à lui donner une bonne leçon. Avant d'engager le combat, le garçon demande à Errol de vérifier s'il possède toujours la bénédiction de protection, un bouclier temporaire que chacun reçoit à la naissance et qui se régénère lorsque son utilisateur ne subit aucun dégât. Errol acquiesce d'un signe de tête et confirme qu'il ne succombera pas aux puissantes attaques du garçon, l'invitant à se tenir prêt pour le duel. Enragé par ces provocations incessantes, le garçon se précipite sur Errol et abat son épée, mais ce dernier la part avec une facilité déconcertante, à la grande stupéfaction de son adversaire. Puis Errol esquive habilement un nouveau coup avant de bloquer fermement le garçon dans une parade. Le partenaire de ce dernier, pensant qu'il ne fait que s'amuser, lui intime de mettre fin au match. Mais le garçon lui rétorque qu'Errol n'est absolument pas un adversaire facile à affronter, tandis qu'il continue d'échanger des parades avec une intensité croissante. Le garçon réalise qu'il ne peut absolument pas vaincre Errol seul. Il décide alors de tricher et demande à son partenaire de s'unir pour l'attaquer. L'autre garçon bondit sur Errol par derrière, mais ce dernier perçoit l'attaque et l'esquive avec agilité. Observant les deux garçons se quereller vivement, Errol comprend que leur classe ne leur apporte aucune aide en matière de travail d'équipe. Il fonce alors pour les neutraliser tous les deux. Les garçons le voient approcher, mais soudain, Errol disparaît de leur champ de vision, avant de surgir sous l'un d'eux et de l'assommer net d'un puissant coup de poing à la mâchoire. Tandis que son coéquipier s'effondre, l'autre garçon se précipite pour attaquer Errol. Mais il trébuche maladroitement sur son propre ami, offrant ainsi à Errol l'opportunité de l'assommer lui aussi. Les deux garçons gisant à terre, Errol annonce sereinement qu'il a remporté le combat, mais il, furieux, rétorque qu'il les a attaqués alors qu'ils avaient baissé leur garde. Alors qu'il réclame à Errol une revanche, celui-ci accepte sans la moindre hésitation. Mais avant même que le combat ne reprenne, un garçon posté derrière eux avertit les autres de ne pas tenter le coup, leur rappelant qu'ils ne pourront pas se permettre de telles excuses fallacieuses s'ils échouent sur un véritable champ de bataille. Après que le jeune homme aux cheveux roux leur ait clairement signifié qu'ils étaient une véritable honte pour l'ensemble des épéistes, l'un des deux garçons tente de lui répliquer, mais son ami lui rappelle aussitôt le statut et mine du rouquin. Ce dernier s'approche alors d'Errol et lui demande s'il est bien le fils de la célèbre princesse épée fer.
Quand Errol acquiesce d'un signe de tête, le garçon le complimente pour avoir acquis une solide maîtrise de l'escrime auprès de sa mère. Cependant, il rappelle à Errol que les deux épéistes qu'il a vaincus ne sont, après tout, que de jeunes enfants inexpérimentés, tout en pointant son épée vers lui, le défiant ainsi à un véritable combat. Le garçon déclare alors avec assurance qu'il démontrera la véritable puissance de la classe d'épéiste, tandis que les deux autres jeunes hommes se demandent s'il ne serait pas le fils du capitaine Evan, chef de la sécurité du village. Le garçon confirme son identité, et Errol se remémore que son propre père avait l'habitude de contacter sa mère pour traquer les monstres. Errol trouve que ce jeune garçon, plutôt mignon, ne ressemble absolument pas à son père, et se demande s'il finira lui aussi par devenir un homme à l'allure aussi bourrue. Les épaules du garçon se mettent alors à trembler tandis qu'il fait l'éloge de son père, le décrivant comme un puissant épéiste et un mentor d'une grande sagesse. Il estime profondément injuste que malgré toutes les grandes qualités de son père, la mère d'Errol ait, de manière tout à fait inéquitable, dérobé à son père le titre d'épéiste le plus puissant du village. Face à ces paroles empreintes de jalousie, Errol comprend que le garçon ne fait que déverser sa frustration sur lui, simplement parce qu'il voue une haine tenace à sa mère. Le rouquin, gêné d'être ainsi démasqué, demande néanmoins à Errol s'il partage le même avis. Errol confirme sans hésitation que sa mère est Belle, et bien la personne la plus puissante de leur village. Mais le garçon lui rétorque qu'il a hérité du talent d'épéiste le plus exceptionnel de son père. Il vaincra donc Errol pour prouver, une fois pour toutes, la supériorité incontestable de sa propre famille. Après avoir retrouvé son calme, le garçon explique à Errol qu'il est devenu épéiste il y a déjà 1 an et qu'il s'entraîne assidûment sous la tutelle de son père depuis lors. Fort de sa pratique dévouée, le garçon est persuadé de n'avoir absolument aucune chance de perdre. Cependant, Errol lui rappelle qu'il a, lui aussi, bénéficié des précieux conseils de sa puissante mère. Il n'a donc absolument aucune intention de perdre face à lui. Les deux jeunes garçons lèvent leurs épées pour entamer le combat, et le rouquin est le premier à lancer son attaque. Errol part son attaque avec dextérité et riposte aussitôt, les deux adversaires s'engageant alors dans une bataille d'une férocité remarquable. En les observant échanger des coups avec une telle intensité, les deux autres garçons sont stupéfaits de voir qu'Errol parvient à tenir tête au rouquin, et ce, malgré son absence totale de classe. En observant le jeune homme manier son épée avec une certaine fureur, Errol reconnaît qu'il est indéniablement bien plus puissant que les deux précédents adversaires, mais ses mouvements sont clairement dictés par la colère. Errol attend patiemment qu'il commette une erreur, et attaque dès qu'une ouverture se présente. Cependant, le garçon déchaîne soudainement une compétence de double entaille qui projette Errol violemment contre un mur. Le rouquin est étonné que sa première entaille ait été bloquée, mais il remarque avec une certaine satisfaction qu'Errol a été blessé par la seconde. Perdant finalement toute sa contenance, Errol interroge le garçon sur cette capacité, et ce dernier lui explique qu'il s'agit d'une compétence propre à la classe d'épéiste, impossible à bloquer pour quiconque ne possède pas de classe. Cependant, Errol, résolu et convaincu de pouvoir apprendre à la parer avec suffisamment d'entraînement, et le rouquin impressionné loue sa remarquable résilience. Quelques jours plus tard, la sœur d'Errol l'observe ronfler profondément bien tard dans la matinée et tente de le réveiller d'un doux baiser. Mais il se lève prestement avant même qu'elle ne puisse l'atteindre, la repoussant froidement d'un coup de tête. La sœur d'Errol, vexée, exige alors un baiser d'excuse tandis qu'il quitte sa chambre pour aller prendre son petit déjeuner. Leur mère, souriante, sert le petit déjeuner et toute la famille s'installe pour partager ce repas. La sœur d'Errol lui demande alors s'il compte s'entraîner encore une fois et il acquiesce d'un signe de tête. Cela l'irrite profondément et elle lui enjoint de se ménager un peu et de la laisser le soutenir pleinement. Cependant, Errol l'ignore complètement et se lève pour s'en aller. Sa sœur se demande alors avec insistance pourquoi il s'entraîne quotidiennement depuis qu'il est rentré à la maison, complètement épuisé et meurtri. Fer la rassure, lui affirmant qu'Errol se portera très bien, et lui explique qu'il partage un secret qu'elle ignore encore. Elle emmène sa fille à l'extérieur et ouvre un grand coffre rempli d'épées brisées, révélant ainsi l'intensité de l'entraînement d'Errol au cours de ces derniers jours. Tandis que sa sœur est visiblement surprise, la mère d'Errol se réjouit que son fils ait trouvé une telle inspiration après avoir affronté d'autres jeunes. La détermination inébranlable d'Errol réconforte également sa sœur, mais celle-ci aspire toujours à créer un monde où les individus sans classe, comme lui, ne seraient plus victimes de discrimination, tandis que sa mère, attendrie, sourit à son objectif si noble. Pendant ce temps, au cœur d'une forêt dense, Errol frappe avec force une cible d'entraînement fixée à un arbre, avant de reculer pour préparer une attaque. Il déchaîne ensuite une double entaille, exactement comme le rouquin, et se sent pleinement satisfait de la puissance qu'il dégage. Tandis qu'Errol estime que les coups reçus du rouquin en valaient amplement la peine, un gobelin le traque silencieusement, dissimulé dans les buissons. Il bondit soudainement pour l'attaquer avec sa massue, mais Errol se retourne prestement et le terrasse d'une double entaille fulgurante. Tandis qu'Errol se réjouit de la puissance de sa nouvelle compétence, un monstre imposant rugit soudainement derrière lui. Il se retourne aussitôt, prêt à signaler l'apparition de cette créature à la sécurité du village, mais s'interrompt net en entendant un cri de panique déchirant. Trouvant ce cri étrangement familier, Errol se retourne brusquement, se disant qu'il n'a absolument pas le temps d'alerter la sécurité avant que cette personne ne soit gravement blessée. Il saisit fermement la poignée de son épée et s'élance dans la forêt, se rassurant mentalement qu'il s'en sortira indemne. Dès qu'il s'approche de la source du cri, Errol jette un rapide coup d'œil depuis un buisson et découvre le rouquin, le bras ensanglanté. Puis, il aperçoit un gigantesque hobgoblin qui plane menaçant au-dessus du jeune homme et se demande avec perplexité la raison de son apparition. Errol comprend alors que le rouquin s'entraînait également, tout comme lui, et qu'il avait vaincu quelques gobelins sauvages, attirant ainsi le hobgoblin dominant. Tandis que le hobgoblin accule le jeune homme dans un coin, Errol se positionne discrètement derrière la créature et se prépare à lancer son attaque depuis l'angle le plus propice. Errol prend une profonde inspiration pour se concentrer et se préparer, tandis que le rouquin, lui, pense que c'en est fini pour lui.
Le hobgoblin lève sa massue pour asséner le coup de grâce, mais soudain, Errol l'abat d'une attaque de double entaille fulgurante. Une fois le monstre terrassé et gisant au sol, Errol estime avoir enfin parfaitement maîtrisé le jeu de jambes de cette technique. Le rouquin tente de se relever et de marcher, mais il trébuche et s'effondre dans les bras d'Errol. Ce dernier remarque alors que le jeune homme a perdu sa bénédiction de protection. Errol lui demande s'il possède de l'eau bénite pour soigner ses blessures. Le garçon observe en silence sa gourde brisée gisant à terre, alors Errol lui tend sa propre eau bénite. Après avoir bu cette eau, ses blessures disparaissent comme par enchantement, et le rouquin se sent agacé par la force impressionnante qu'Errol a développée. Errol constate que son énergie est revenue, et le garçon le remercie chaleureusement pour son eau avant de l'interroger à nouveau sur sa puissante compétence. Errol lui rappelle avec calme qu'il s'agit simplement d'une double entaille. Mais le garçon insiste, lui demandant comment il a pu l'apprendre sans posséder la moindre classe. Sachant pertinemment que les gens ordinaires ne peuvent pas acquérir de compétences spéciales, Errol explique qu'il a poussé son entraînement jusqu'à ses limites extrêmes pour maîtriser celle-ci. Le rouquin, visiblement perplexe, est confus. Alors Errol lui détaille qu'il a appris cette compétence en s'adaptant minutieusement à son timing et à son jeu de jambes, puis Errol révèle au rouquin qu'il a été, en réalité, sa ressource la plus précieuse, car il l'a aidé à parfaitement comprendre cette compétence après l'avoir vaincue des dizaines de fois grâce à elle. Tandis que le jeune homme se sent complètement submergé par cette révélation, Errol lui confie qu'il s'entraîne assidûment à la compétence double entaille dans le but de le vaincre lors de leur revanche. Impressionné par la détermination et le dévouement d'Errol, le rouquin accepte sans hésiter son défi de revanche. Errol lui demande s'il est absolument certain, mais le jeune homme lui répond que c'est bien le moins qu'il puisse faire après l'avoir sauvé et avoir soigné ses blessures. Errol est étonné de constater qu'il sait comment rendre les faveurs, et le jeune homme se sent profondément insulté par la piètre opinion qu'Errol a de lui. Rapidement, les deux garçons se tiennent prêts, leurs épées en main, et entament leur duel en lançant simultanément une double entaille. Alors qu'il est stupéfait qu'Errol ait réussi à bloquer les deux entailles, le rouquin est soudainement touché par une attaque surprise. Il se demande avec perplexité de quoi il s'agissait, et Errol lui révèle qu'il a en fait ajouté une troisième entaille. Le rouquin rappelle à Errol que cette technique est nommée double entaille, mais Errol lui explique que, n'ayant pas reçu de compétences prédéfinies issues d'une classe, il est libre de modeler sa technique exactement comme il le souhaite, à sa guise. Il révèle au jeune homme que c'était la toute première fois qu'il parvenait à utiliser avec succès cette troisième frappe, ce qui le laisse encore plus profondément frustré. Le rouquin, pensant qu'une compétence d'épéiste ne devrait jamais s'incliner face à quiconque, entend Errol lui affirmer qu'il le prouvera lors d'un autre affrontement. Les deux jeunes hommes lèvent à nouveau leurs épées, et le rouquin retrouve son calme, se persuadant qu'il possède un avantage certain en termes de vitesse sur Errol. Tandis qu'ils déchaînent tous deux leurs doubles entailles, le rouquin reste vigilant, guettant la troisième entaille d'Errol. Cependant, la vitesse fulgurante de la troisième entaille le prend toujours complètement au dépourvu et le projette au sol malgré sa tentative de blocage. Errol pointe alors son épée vers le jeune homme vaincu et lui déclare que ce résultat n'était, après tout, que parfaitement prévisible. Le rouquin lui demande alors avec insistance pourquoi sa troisième frappe est si incroyablement rapide. Errol lui explique qu'il a, en fait, appris cette astuce directement de lui. Errol révèle qu'il maîtrise ses deux premières frappes pour qu'elles soient plus lentes et qu'il concentre ensuite toute sa force sur la troisième pour surprendre totalement son adversaire. Se sentant complètement et irrémédiablement dépassé, le rouquin grince des dents, rongé par l'amertume de la défaite, tandis que Errol s'éloigne, victorieux. Quelques jours plus tard, alors que la famille d'Errol est réunie pour le dîner, Farah révèle que le fils d'Evan est parti s'entraîner à Brescia. Surpris par cette nouvelle inattendue, Errol demande avec curiosité ce qu'est Brescia. Sa mère lui explique alors qu'il s'agit de la légendaire Cité des Épées. Elle lui confie qu'elle s'entraînait elle-même au sein d'une guilde là, bas avant son mariage, et Errol se sent alors rempli d'une vive excitation à l'idée de visiter cette cité et d'y explorer tout son potentiel en tant que héros sans classe. 5 années plus tard, un Errol désormais plus mature prend la route en direction de la cité de Brescia à bord d'une calèche. En traversant une forêt, le cocher informe l'ensemble des passagers qu'ils atteindront très bientôt Brescia. Juste après avoir gravi une dernière colline, une femme installée dans la calèche interroge ses compagnons de voyage pour savoir s'ils se rendent tous à la même destination. Un épéiste barbare lui répond alors avec une froideur manifeste. Elle lui demande donc, avec une certaine curiosité, la raison de sa colère. Le barbare pointe du doigt sa tenue, qu'il juge de mauvais goût, alors la jeune femme explique que moins de vêtements est en fait plus avantageux pour sa classe de double épéiste. Les deux épéistes s'affrontent alors avec une colère palpable, et le cocher lui vante la puissance offensive de leur classe avancée. Il arrête brusquement la calèche alors qu'une horde d'orques sauvages surgit devant eux et leur demande à tous deux de prouver leur prétendue puissance. Perdant instantanément toute leur bravade d'antan, les deux épéistes se font dessus de pure terreur. Au moment où le roi orc se dresse majestueusement, une dame roturière saisit le bras du jeune homme, prise de panique, mais celui-ci la repousse violemment et s'enfuit à toutes jambes pour sauver sa vie. Tandis que la femme s'échappe également, le cocher décide de prendre la fuite. Cependant, Errol s'avance discrètement et fonce résolument au cœur de la horde d'orques. Tandis qu'Errol commence à déchiqueter les orques avec une férocité inouïe, le cocher remarque sa compétence de dash fulgurant. Cependant, au moment où les orques encerclent complètement Errol, le cocher est persuadé qu'Errol ne pourra absolument pas s'échapper. Soudainement, Errol tournoie telle une véritable tornade et abat tous les orques qui l'entourent. À la grande stupéfaction générale, le cocher réalise instantanément que la compétence danse de la lame d'Errol est en fait la technique signature de la légendaire princesse épée elle-même. Il se demande avec une certaine perplexité comment Errol peut bien utiliser cette technique, étant donné que la princesse épée est une classe exclusivement féminine.
Devant le cocher, Errol esquive l'arme lourde du roi orc et bondit agilement par-dessus sa tête. Il enfonce son épée directement dans le crâne de la bête qui s'effondre alors sans vie sur le sol. Par la suite, Errol revient calmement et demande au cocher de le conduire jusqu'à Brescia. Lorsque Errol exprime son désir de devenir encore plus fort là-bas, le cocher lui fait remarquer qu'il est déjà, en fait, bien trop puissant. Un jeune passager, visiblement très excité, interroge Errol sur sa classe et ce dernier stupéfie l'assemblée entière en révélant qu'il est, en réalité, totalement dépourvu de classe. Il s'avère que 5 années auparavant, Errol avait montré à sa mère la compétence de double entaille qu'il avait apprise du rouquin. Sa mère, incrédule, pensait sincèrement qu'elle était en plein rêve, mais Errol lui expliqua qu'il était capable d'apprendre des compétences même sans posséder la moindre classe. Puis Errol lui demanda de bien vouloir lui enseigner les techniques de la princesse épée avant de partir pour Brescia afin de s'y entraîner davantage. La mère d'Errol fut littéralement éblouie par le talent exceptionnel de son fils et se mit rapidement à se vanter de lui auprès de l'ensemble de la famille. Le rêve d'Errol prend fin brusquement au moment où le cocher le réveille, arrivé à Brescia. Errol observe attentivement tous les épéistes qui l'entourent, détectant même la présence de nombreux épéistes avancés. Il interroge alors le cocher sur sa propre classe, mais ce dernier se comporte comme s'il n'était qu'un simple individu tout à fait ordinaire. Errol fait remarquer que le cocher a parfaitement saisi l'étendue de ses compétences d'épéiste, ce qui implique qu'il doit être lui-même plutôt puissant. Se sentant ainsi démasqué, le conducteur explique qu'il est, en réalité, un chevalier sacré de rang avancé. Alors Errol lui demande pourquoi il effectue des trajets en calèche. Le cocher explique qu'à chaque fois qu'il se lasse des combats, il s'accorde des pauses en effectuant de simples trajets ordinaires. Errol acquiesce d'un signe de tête, comprenant ainsi qu'il est tout aussi crucial de s'octroyer des moments de repos durant l'entraînement, puis le cocher lui conseille vivement de rejoindre une guilde d'épéistes pour bien débuter. Il lui révèle que la cité organise de nombreux tournois d'escrime où il est possible de remporter de belles sommes d'argent. Lorsque le cocher souligne qu'Errol ne pourra pas participer sans être membre d'une guilde, ce dernier acquiesce et accepte pleinement ce plan. Errol se sent empli d'une vive excitation à l'idée d'affronter des adversaires plus puissants, mais le cocher l'avertit de se méfier de certaines guildes malhonnêtes qui sévissent. Une fois que le cocher est parti, Errol se retourne et s'engage résolument dans la cité. Il découvre la guilde de la cavalerie, qui recrute des chevaliers épéistes, ainsi qu'une guilde de la voie de l'épée, ouverte à tous. Soudainement, une jeune fille se précipite pour étreindre Errol, mais elle s'étale de tout son long sur le sol, car il l'a évité avec agilité. Elle se demande avec stupéfaction comment il a pu l'esquiver sans même la regarder, pensant qu'il est forcément très puissant puisqu'il est capable de la détecter. Tandis qu'Errol se sent quelque peu confus, la jeune fille lui demande alors s'il souhaite rejoindre une guilde. Après qu'il ait acquiescé d'un signe de tête, la jeune fille entame aussitôt un argumentaire de vente des plus enthousiastes pour sa toute nouvelle guilde. Elle lui présente le contrat, mais Errol la quitte sans prononcer le moindre mot. La jeune femme attrape alors sa ceinture et lui demande pourquoi il s'en va, ce à quoi Errol lui répond qu'elle semble bien trop désespérée. Il estime que sa guilde doit impérativement avoir besoin de nouveaux membres, car elle est manifestement faible, et la jeune fille tente de faire croire qu'ils sont une guilde de renom, parmi les meilleurs. Errol refuse catégoriquement de se faire arnaquer, alors la jeune femme se présente comme Lilia et lui propose un rendez-vous galant s'il accepte de les rejoindre. Errol lui déclare sans détour qu'il n'est absolument pas intéressé, laissant la jeune femme complètement sans voix. Il pense qu'elle ressemble étrangement à sa sœur aînée, se comportant comme une véritable bombe alors qu'elle a une poitrine aussi plate qu'une planche à découpe. Puis il interroge Lilia sur la plus grande guilde de Brescia et elle se sent profondément irritée par son manque de respect. Soupirant profondément pour tenter de retrouver son calme, Lilia lui révèle que la guilde Lemme Noire est la plus puissante, comptant pas moins de 8 épéistes de rang A. Elle indique à Errol le remplacement précis et il se dirige alors vers leur vaste quartier général. Un garde s'approche de lui, l'interrogeant sur la raison de sa présence. Errol lui fait part de son désir de rejoindre la guilde, ce à quoi le garde lui enjoint de passer une épreuve. Errol le suit alors et se met en file pour attendre son tour à l'inscription du test. Lorsque vient le tour d'Errol, le réceptionniste lui explique que sa guilde n'accepte exclusivement que les classes avancées. Quand Errol lui confie qu'il est dépourvu de classe, le réceptionniste éclate d'un rire grossier et lui intime sèchement de s'en aller. Derrière lui, les autres épéistes commencent à murmurer discrètement à son sujet, et Errol demande alors au réceptionniste s'il lui serait possible de passer le test, étant donné qu'il est pleinement confiant en ses propres capacités. Cependant, le réceptionniste refuse catégoriquement, affirmant qu'il ne peut absolument pas modifier les règles établies. Soudainement, la pièce s'illumine vivement alors que plusieurs épéistes de rang A font leur entrée, et Errol décide alors de tenter sa chance dans d'autres lieux. Il essaie de visiter diverses autres guildes, mais toutes le rejettent sans la moindre hésitation d'emblée. Par la suite, Errol se sent profondément découragé, n'ayant pas été autorisé à tenter la moindre épreuve. Puis, il se remémore soudainement que sa mère lui avait confié une lettre de recommandation destinée à l'aider à intégrer son ancienne guilde. À l'époque, Errol pensait qu'elle était juste trop protectrice, mais il réalise maintenant qu'elle savait qu'il serait rejeté. Alors qu'Errol décide de rejoindre la guilde de sa mère, Lilia réapparaît, mais il l'ignore et s'en va. Alors qu'il traverse la ville, Lilia le supplie de la rejoindre et de sauver sa guilde. Errol continue de refuser, alors Lilia propose de lui lécher les bottes pour le convaincre. Cependant, il la laisse devant les habitants dégoûtés, et Lilia jure de ne jamais abandonner. Après qu'Errol ait enfin trouvé l'emplacement de la guilde, Lilia le rattrape à nouveau. Elle lui dit qu'il est le bienvenu pour les rejoindre et lui montre l'énorme quartier général. Errol se demande pourquoi sa guilde est si faible malgré sa taille, et elle révèle qu'ils ont perdu leur gloire passée. Cependant, Lilia est confiante de pouvoir restaurer la guilde de la Croque du Dragon, menée par le roi aux 2 épées. À ce nom, Errol se souvient que sa mère faisait également partie de cette même guilde durant sa jeunesse.
Il accepte finalement de leur rendre visite. Lilia l'emmène donc à l'intérieur et le conduit à un siège. Soudain, le père ivre de Lilia surgit du canapé, et elle se met en colère contre lui. Lilia lui rappelle que le médecin lui a interdit de boire et qu'ils n'ont de toute façon pas d'argent pour l'alcool. Cependant, son père s'en moque, et Errol réalise qu'il est le roi aux 2 épées. Alors qu'Errol remarque le bras manquant de l'homme, celui-ci lui dit de quitter la guilde car elle sera bientôt finie, c'est certain. Lilia essaie d'arrêter son père, mais il l'ignore et sort. Elle dit à Errol que son père était l'un des meilleurs épéistes de Brescia, mais sa carrière a pris fin après qu'il ait perdu son bras. Elle pense qu'Errol ne rejoindra certainement pas leur guilde minable maintenant, mais il décide en fait de les rejoindre. Lilia croit rêver, mais Errol révèle que les autres guildes le rejetteront de toute façon, c'est une certitude. Elle lui montre joyeusement le contrat de guilde et il s'assit pour le signer. Une fois fait, il remet le contrat à Lilia, qui apprend enfin qu'Errol n'a pas de classe. Lilia pense que Errol lui fait une blague, alors il lui montre son certificat de classe. Après avoir regardé de plus près, Lilia se lève calmement et tire une épée avant de menacer de donner à Errol la classe des défunts s'il ne quitte pas immédiatement la guilde. Il demande pourquoi Lilia veut qu'il parte et elle souligne avec colère qu'elle a besoin de vrais épéistes pour sa guilde. Se souvenant comment Errol l'a humiliée, Lilia est frustrée d'avoir été intimidée par un bon à rien sans classe. Puis une femme nommée Rhiannur entre dans la pièce et Lilia saute rapidement dans ses bras, pleine d'affection. Lilia lui dit qu'un crétin sans classe a essayé de l'arnaquer, et Rhianner le reconnaît instantanément. Errol est confus que Rhianner le connaisse, alors elle lui dit qu'ils viennent de la même ville natale, c'est une évidence. Elle lui rappelle qu'ils se sont entraînés ensemble dans leur enfance, mais Errol ne se souvient toujours pas d'elle. Puis Rhiann lui dit qu'ils se sont rencontrés il y a 5 ans, mais Errol affirme qu'il n'aurait jamais oublié une beauté comme elle, c'est impossible. Alors que le visage de Rhianner devient une tomate, Errol se souvient enfin d'avoir combattu un garçon roux, mais Rhiannir révèle qu'elle est en fait la fille unique du capitaine Evans. Errol s'excuse de ne pas l'avoir reconnue, et Rhiannir pense qu'elle a probablement l'air différente à cause de ses longs cheveux. Pensant que ce ne sont pas les cheveux qui ont changé, Errol regarde la poitrine de Rhiannir, tandis que Lilia lui demande si c'est le garçon sans classe qui l'a vaincu. Quand Rhiannor hoche la tête, Lilia est choquée que ce soit lui, c'est incroyable. Rhiannor lui dit qu'elle ne perdra pas cette fois car elle est devenue beaucoup plus puissante. Toujours contrariée par sa défaite précédente, elle défie Errol à une revanche pour le bon vieux temps, c'est une certitude. Les filles l'emmènent au terrain d'entraînement de la guilde, et Lilia est toujours surprise que Rhianneur se batte contre un inconnu sans classe. Cependant, Rhianneur admet qu'Errol est très puissant, et se sent déterminé à le vaincre, coûte que coûte. Une fois que les 2 épéistes sont sur le terrain, Lilia agit comme arbitre et commence le match. Rhianner débute avec une double entaille, et Errol pense qu'il peut facilement l'arrêter. Cependant, les entailles ignorent l'attaque d'Errol et frappent son corps. C'est surprenant. Il se demande comment Rhéonard a réussi à passer, et elle jette sa lourde épée. Rhéonard explique que l'épée est 5 fois plus lourde que d'habitude, il ne peut donc pas contrer son attaque avec la même technique, c'est impossible. Après qu'elle ait révélé que sa classe d'épéiste brutale augmente sa puissance d'attaque, Errol est choqué et bloque son attaque. Il loue les incroyables progrès de Rhianner alors qu'elle poursuit son assaut, sans relâche. Errol recule et admet qu'il perdra s'il continue à l'affronter de front. Il se demande pourquoi Rhiannor expose ses secrets, mais elle dit que ça en vaut la peine pour le vaincre. Puis, Errol lui dit qu'elle ne peut pas le frapper avec sa vitesse, et elle charge en avant pour le punir. Rionnet dévie l'épée d'Errol et frappe son corps, mais celui-ci disparaît en une image rémanente. À la surprise de Rionner, il apparaît derrière elle et frappe son cou. Elle se demande comment il a esquivé son attaque, mais Errol lui rappelle que ce n'était qu'une ombre, rien de plus. Sachant que la compétence d'ombre est une technique d'épéiste suprême, Rionner est stupéfaite. Elle essaie d'attaquer Errol à nouveau, mais il esquive tout, disant que la technique est aussi facile que de bouger très vite, c'est tout. Rionnet se sent insulté par l'explication simplifiée d'Errol, et il lui dit qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour maîtriser la technique. Il disparaît et la frappe d'un autre coup, mais remarque que ses attaques n'endommagent pas sa barrière de protection, c'est étrange. Rhiannor sourit d'un air suffisant et révèle que les épéistes de puissance ont une défense accrue. Elle essaie d'attaquer à nouveau, mais Errol l'esquive et riposte avec une contre-attaque. Alors qu'il révèle avoir appris ce contre de sa mère, Rhiannor s'effondre, vaincu. En regardant la bataille, Lilia est choquée mais annonce la victoire d'Errol. Rhiannor est frustré d'avoir perdu malgré sa force accrue, et Errol la félicite pour ses compétences, c'est mérité. Cependant, il souligne qu'il est juste plus fort qu'elle, et Rionner commence à pleurer. Lilia se précipite rapidement pour la réconforter, en colère qu'Errol les fait pleurer. Il est confus de savoir pourquoi elle pleure alors qu'il a félicité, c'est incompréhensible. Et Rhianner fait comme si elle n'avait pas pleuré avant de courir vers la guilde. Une fois à l'intérieur, lui et Lilia l'entendent pleurer à chaudes larmes d'avoir perdu, même après tout son entraînement des 5 dernières années, c'est vraiment triste.
Après cela, Lilia accepte joyeusement Errol dans leur guilde. Il remarque son attitude changer, mais elle agit comme si elle avait cru en sa force tout le temps. Errol se souvient de l'attitude agressive de Lilia, mais l'oublie et lui demande pourquoi la guilde est en train de mourir. Lilia lui dit maladroitement qu'ils sont endettés et il demande combien. Elle le rapproche et lui chuchote le chiffre à l'oreille, mais dit qu'ils peuvent tout rembourser s'ils gagnent un tournoi à venir, c'est leur seule chance. Lilia explique qu'elle avait besoin de 3 membres pour participer, et Errol demande pourquoi Rhianner reste dans leur endroit minable. Lilia révèle que lorsque Rhianner est arrivée à Brestia, elle a été rejetée par toutes les grandes guildes, sans exception. Cependant, le père de Lilia a vu du potentiel en Rhianner, et l'a gentiment accepté au sein de la Croque du Dragon. Errol hoche la tête, comprenant que Rhianner rembourse leur gentillesse avec sa loyauté, c'est une belle preuve d'amitié. Il dit à Lilia qu'il sera facile de rembourser leurs dettes avec le tournoi. Cependant, elle ne se sent pas confiante car ils affronteront des équipes ennemies de 5 membres avec seulement 3. Alors que Lilia s'inquiète des ennemis menaçants qu'ils affrontent, Errol est excité par le défi, c'est une belle opportunité. Impatient de participer au tournoi, Errol annonce que combattre des adversaires puissants est la raison pour laquelle il est venu à Brescia, les observant secrètement tout le temps. Le maître de guilde s'en va, ayant remarqué le grand potentiel d'Errol, c'est évident. Le lendemain, Errol se réveille dans une chambre étrange, mais se souvient qu'il vit maintenant à la guilde de la Croque du Dragon. Après être sorti de la pièce, il salue Lilia et Rhaenyra à table. Lilia lui demande s'il a bien dormi, et Errol hoche la tête, disant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas reposé dans un vrai lit, c'est agréable. Remarquant que Rhianner est complètement silencieuse, Errol se demande si elle est toujours contrariée par sa défaite. Lilia interrompt ses pensées, disant qu'ils sont enfin éligibles pour le tournoi de guilde, c'est une excellente nouvelle. Excitée, elle annonce que Dragonfang est inscrite et prête pour la bataille. Curieux, Errol lui demande si l'argent de la victoire sera suffisant pour couvrir leurs dettes, c'est une question importante. Lilia hoche la tête et explique les règles de la compétition. Alors qu'elle révèle qu'ils doivent éliminer tous les membres de la guilde ennemie pour gagner, Rhianner s'inquiète qu'ils affronteront une forte concurrence avec un désavantage numérique, c'est un vrai défi. Cependant, Lilia est optimiste car il y a peu de chances qu'ils rencontrent des épéistes puissants. Elle est heureuse d'avoir 2 épéistes de rang B de leur côté. Errol est confus par ces étranges classements. C'est nouveau pour lui. Rhéonur se moque d'Errol pour son ignorance et Lilia lui dit que les classements des épéistes vont de D à A en fonction de leur force. Elle révèle également qu'il n'y a que 20 épéistes de rang A à Brescia et que Rhianner et elle sont toutes 2 de rang B, c'est une information cruciale. Même si Errol a vaincu Rhianner, Lilia ne le soupçonne pas d'être de rang A en raison de l'énorme écart de force entre les 2 rangs. Soudain, elle se souvient que les appariements de bataille pour la compétition sont sur le point d'être annoncés et par les vérifier, c'est urgent. Après le départ de Lilia, Rhianner se lève également et Errol lui demande où elle va. Quand elle dit qu'elle est sur le point de s'entraîner, Errol demande à Rhianner de confirmer qu'elle est une épéiste de puissance, c'est important pour lui. Il lui demande si elle a d'autres compétences en dehors de sa classe principale. Alors elle lui parle de la capacité Guts, qui améliore sa barrière de protection. Voulant apprendre cette capacité, Errol se lève et prend les mains de Rhianner avec un air sérieux. Alors qu'elle pense qu'Errol est romantique, il lui demande soudain de le frapper avec son épée gainée. Errol lui dit qu'ils peuvent se rapprocher de cette façon. Mais Rhianner lui répond qu'elle n'est pas assez bizarre pour une telle relation, c'est une blague. Errol explique qu'il essaie juste d'apprendre sa capacité Guts. Il pense que puisque cette capacité améliore la capacité d'une personne à endurer les attaques, la meilleure façon de l'apprendre est de se faire battre à plusieurs reprises, c'est sa théorie. Rhianner rappelle à Errol qu'il ne peut pas simplement apprendre ses compétences, car elles sont une bénédiction de la déesse. Cependant, il lui rappelle qu'il a également appris les compétences Double Tail et Ombre, et Rhianner devient silencieuse, pensive. Elle l'emmène au terrain d'entraînement où Errol demande sa lourde épée, pensant qu'il n'a pas la force de la manier. Rhianner est choqué alors qu'il sort l'épée sans effort. Errol lui dit que c'est le résultat d'innombrables heures de dévouement, et il est confiant de pouvoir apprendre la capacité Guts avec elle, c'est sa conviction. Rhianner reconnaît enfin le travail acharné d'Errol et décide de lui enseigner la capacité, alors qu'elle rappelle à Errol qu'elle ne sera pas facile avec lui. Il est content d'avoir une femme aussi puissante de sa ville natale, c'est une chance. Gêné par son commentaire à nouveau, Rhianner lève son épée et commence leur entraînement. Pendant qu'ils s'entraînent, Lilia arrive en courant, paniquée à propos de leur premier adversaire. Elle commence à pleurer que leur premier match est contre Blackblade, qui est littéralement la guilde la plus forte de toute la ville, c'est une catastrophe. Sachant que leur chef, appelé George, est une véritable crapule, Lilia pense qu'il essaiera de les écraser sans pitié. Cependant, elle décide quand même de se battre contre son destin et de se préparer au mieux pour le tournoi, c'est sa détermination. Quand Lilia remarque enfin Rhianner en train de battre Errol, elle pense qu'ils se battent à cause d'un mauvais travail d'équipe. Rhianner explique que ce n'est qu'un entraînement spécial, mais Lilia continue de penser qu'elle se défoule sur lui, c'est évident. Épuisé, Errol se lève, se plaignant de sa faim, mais Lilia lui dit de prendre d'abord de l'eau bénite. Les jours passent,
et c'est enfin l'heure du tournoi. Errol est impressionné par l'énorme colisée et la grande foule, et il écoute des spectateurs chuchoter à propos de leur match, c'est excitant. Ils sont excités de voir deux grandes guildes se battre, mais décident de parier sur Blackblade car la minable croque du dragon ne peut pas gagner. Lilia s'apprête à leur dire le fond de sa pensée, mais Rhiannur l'arrête avant qu'elle ne puisse faire une scène, c'est mieux ainsi. Errol est surpris qu'il y ait des paris au tournoi, et Lilia affiche un sourire malicieux, en réalisant que leurs codes de paris sont de 20 contre 1, c'est une opportunité. Errol est impressionné par le chiffre et elle lui rappelle avec colère que personne ne pense qu'ils vont gagner. Cependant, Lilia pense que les paris sont une excellente occasion d'escroquer les gens pour de l'argent s'ils peuvent d'une manière ou d'une autre gagner contre Blackblade. C'est un plan audacieux. Sachant qu'ils ne sortiront de toute façon pas de leur dette s'ils perdent le match, Lilia révèle qu'elle a hypothéqué sa maison et mis toutes leurs économies sur leur propre guilde. Rhiannur pense qu'il y a plus de chances qu'ils perdent, mais Lilia pense qu'ils sont déjà au plus bas de toute façon, c'est une situation désespérée. Soudain, George félicite Lilia d'avoir gardé la guilde de son père avec tant de passion. Il l'interroge sur le héros sans classe qu'elle a recruté et Lilia pense qu'il essaie de se moquer d'elle. Mentant effrontément, George affirme qu'il est simplement triste de voir le déclin de sa guilde rivale, c'est un hypocrite. Il se moque de Lilia, disant qu'il a spécifiquement arrangé leur match parce que tout le monde serait excité de voir l'ancienne guilde la plus forte contre la nouvelle la plus forte. George lui dit aussi qu'il lui a donné une grande chance de gagner de l'argent avec les paris, mais Ri car il sait qu'elle ne peut de toute façon pas battre son épéiste de rang A, c'est impossible. Alors que Lilia lui dit qu'ils vont certainement gagner, George la laisse fulminer. Errol note à quel point George est rusé, remarquant sa moquerie à travers des mots doux. Ensuite, une fois qu'il est temps pour le match de commencer, l'annonceur commence à créer l'ambiance, c'est le moment. Alors que la foule éclate en acclamations, Errol note que George ne les combattra pas. Il pense que le chef pourrait en fait être miséricordieux. Mais Lilia lui rappelle que tous ses membres sont de rang R de toute façon, c'est une réalité. Rhiannur pense aussi qu'ils ne vont pas être faciles avec eux, alors Errol est excité de voir les compétences d'épéistes plus forts. Bientôt, l'annonceur appelle le premier match entre Gio de Blackblades contre Errol sans classe de Dragonfang, c'est le début. Alors qu'il entre dans l'arène, la foule commence à chuchoter à son sujet. La foule se demande pourquoi Dragonfang a envoyé un faible sans classe pour se faire humilier, et Gio pense que le match n'est qu'une perte de temps pour lui, c'est évident. L'annonceur commence le match, et Gio se téléporte instantanément devant Errol et le poignarde avec sa perche. Lilia s'inquiète pour Errol, mais Rhiannur lui rappelle que ce n'est qu'une ombre, rien de plus. Voyant l'ombre disparaître, le sourire arrogant de Gio vacille, mais il se retourne et poignarde le corps derrière lui. Cependant, il découvre que c'est une autre ombre, et remarque deux aériens debout dans l'arène, c'est surprenant. Gio pense qu'il peut simplement les éliminer tous les deux avec une compétence de dash clignotant, mais il est surpris de voir un troisième derrière lui. Alors que les trois ombres chargent sur lui, Gio les élimine toutes, mais le vrai Errol apparaît facilement sous lui, et le vainc d'un seul coup, c'est incroyable. Gio s'effondre au sol, se demandant comment Errol peut créer 3 ombres, mais Errol lui dit que sa mère peut en créer 5 sans même essayer, c'est une prouesse. Avec Gio à terre, l'annonceur déclare le vainqueur, et la foule rugit d'applaudissements, c'est la victoire. Delia aussi applaudit Errol, tandis que Rhiannur est choqué qu'Errol puisse vaincre un rang A si facilement. Alors que les médecins emportent Gio, Errol pense qu'il a encore besoin de plus de pratique avant de pouvoir copier le coup critique de Gio, c'est un objectif. Pendant ce temps, la foule est choquée qu'il puisse surpasser un épéiste tout en étant sans classe. Alors que George observe silencieusement, le match suivant commence. Le prochain épéiste de Blackblade frappe Errol, mais il bloque facilement les attaques de son adversaire, c'est impressionnant. Puis Errol le découpe facilement avec une compétence de Doblentei et gagne le match. Dans le match suivant, l'adversaire d'Errol essaie d'utiliser un poignard en combat rapproché, mais il apparaît derrière lui comme un fantôme et le met à terre, c'est rapide. Même les coéquipiers d'Errol sont surpris qu'il ait gagné 3 matchs d'affilée, et Rhiannur demande à Lilia pourquoi elle ne se bat pas. Lilia sait qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse gagner, alors elle décide de continuer à encourager leur star, c'est son rôle. Elle fait en sorte que Rione l'encourage avec elle, et elle regarde Errol combattre un porteur de bouclier. Errol évite facilement les attaques de l'adversaire, qui pense qu'il ment en disant qu'il est sans classe. Errol félicite son adversaire disant qu'il doit l'épuiser progressivement car il ne peut pas briser les boucliers, c'est une stratégie. Cependant, l'homme lui rappelle qu'un héros sans classe ne devrait même pas être capable de faire cela. Errol lui dit qu'il a travaillé dur pour en arriver là, mais le porteur de bouclier pense que les classes ne peuvent pas être surmontées avec juste du travail acharné, c'est sa conviction. Il fait semblant d'attaquer Errol avec son épée, mais l'utilise comme une feinte pour charger avec son bouclier. Cependant, Errol le prédit et contre-attaque avec sa compétence de prescience. La contre-attaque fait tomber le bouclier, et l'homme est choqué, pensant qu'il l'a appris de son adversaire précédent, c'est incroyable. Errol pense qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir maîtriser le contre, mais il peut l'utiliser au combat après l'avoir vu. Il utilise le coup de pied de contre sur son adversaire à nouveau, qui reste choqué qu'il puisse apprendre si vite, c'est un prodige, puis Errol se dirige vers le bouclier et le ramasse.
Mettant son adversaire en colère, il charge Errol pour le punir, mais il l'esquive facilement et l'élimine avec son propre contre de bouclier. C'est une victoire éclatante. Après que l'annonceur ait déclaré la 4e victoire d'Errol, la foule commence à douter s'il est vraiment sans classe, et les organisateurs du tournoi exigent de voir la carte de classe d'Errol pour confirmer. C'est une procédure. Errol accepte de la soumettre, alors l'annonceur prend sa carte de classe, la place dans la boule de cristal, et tout le monde se tait une fois qu'elle vérifie qu'il est légitime. George commence à ressentir la pression de la défaite, tandis que même Rhaenyra commence à espérer qu'ils peuvent gagner leur match. C'est un revirement. Lilia est contrariée de ne pas avoir connu la pleine force d'Errol plus tôt. Sinon, elle aurait vendu ses héritages familiaux pour parier encore plus d'argent sur eux-mêmes. Rhiannon dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils grandissent autant et se demande comment Errol s'est entraîné les 5 dernières années. C'est un mystère. Pendant ce temps, Lilia se prépare à l'épouser, pensant que quoi qu'il arrive à la guilde, elle pourra toujours la reconstruire si elle l'a à ses côtés. Alors que Lilia poursuit ses sombres plans, Errol se sent mal à l'aise face à son aura malveillante. C'est inquiétant. Enfin, l'annonceur présente le dernier épéiste de Blackblade, appelé Maître Masamune. Errol remarque que Masamune utilise un katana, et Rhaenyra réalise qu'il est un épéiste de classe samouraï rare. Sachant que Masamune n'a jamais combattu en public auparavant, c'est une surprise. Lilia pense qu'il est l'as de Blackblades pour ce tournoi. Alors que le match commence, Masamune atteint calmement son épée, et Errol se sent sous pression par son calme. Remarquant l'hésitation d'Errol, Masamune sourit et confirme qu'il attend qu'il s'approche pour pouvoir utiliser sa technique ultime. C'est une provocation. Après avoir entendu sa provocation, Errol commence à marcher vers Masamune, qui est surpris. Il explique qu'ils ne peuvent pas rester immobiles comme des arbres pendant tout le match, et il veut aussi voir les mouvements les plus forts de Masamune. C'est un défi. Masamune ricane, disant qu'Errol n'aura pas le temps de réagir ou de regarder s'il déchaîne sa technique ultime. Cependant, Errol reste confiant en sa propre vitesse et continue de marcher, sans peur. Il remarque que l'épée de Masamune est toujours dans son fourreau et se demande s'il déchaînera l'attaque finale en un seul coup. Errol pense à utiliser des ombres, mais décide de ne pas le faire car Masamune est trop concentré pour être trompé par elle. C'est une décision stratégique. Il s'arrête juste devant son adversaire, sachant qu'un seul coup décidera de leur match. Les deux garçons retiennent leur souffle, et alors qu'Errol fait son dernier pas, Masamune frappe instantanément avec une attaque rapide comme l'éclair. C'est fulgurant. Cependant, Errol disparaît juste devant lui, et Masamune est choqué car il a bougé si vite avec son vrai corps. Derrière lui, Errol félicite Masamune pour sa vitesse, mais lui dit que la personne qui l'a entraîné est beaucoup plus rapide. C'est une révélation. Il déchaîne une tempête perçante qui submerge Masamune et le met à terre. Rhaenyra et Lilia sont stupéfaites en reconnaissant la technique de finition de la princesse épée. C'est incroyable. Alors que la foule est incrédule qu'il ait gagné, l'annonceur scelle l'affaire, et tout le monde commence à crier sur Blackblade pour avoir gaspillé tout leur argent sur les paris. Les deux coéquipières d'Errol célèbrent leur victoire, et Lilia essaie de serrer Errol dans ses bras quand il revient, pleine de joie. Il l'évite et la laisse tomber, expliquant que c'était juste un réflexe pour se protéger de sa grande sœur. Puis, Lilia se réjouit en pensant à tout l'argent, et Errol remarque Rhaenyra les bras ouverts. Elle réalise sa pose embarrassante et rougit, mais Errol lui dit qu'il aimerait la serrer dans ses bras sans son armure. Lilia propose d'exaucer ses désirs, mais il la laisse retomber, tandis que George grince des dents, prêt à venger cette défaite humiliante. Ensuite, Croc de Dragon rentre chez lui pour célébrer leur victoire. En voyant Lilia boire de l'alcool, Errol est surpris qu'elle soit déjà adulte. Sachant qu'il ne boit pas, Rhaenyra lui offre du jus, tandis que Lilia demande soudainement à Errol de l'épouser. Il la refuse sans hésitation, disant qu'il préférerait épouser Rhaenyra à la place. Lilia est stupéfaite et Rhaenyra est gênée, pensant qu'il plaisante. Il lui demande pourquoi elle ne croit pas qu'il puisse l'aimer. Alors elle explique que tout le monde la voit comme une garçonne brute. Se souvenant de son enfance, Errol est d'accord, mais pense qu'elle est devenue une femme attirante. Cependant, Rhaenyra lui dit qu'elle est trop concentrée sur l'escrime pour se soucier de la romance. La voyant rejeter les avances d'Errol, Lilia en profite pour flirter avec lui. À sa grande surprise, il décide de s'entraîner avec Rhaenyra plutôt qu'avec elle. Une fois leur célébration terminée, Errol retourne s'entraîner à la capacité Guts avec Rhaenyra. Après une bonne dose de coups, Rhaenyra lui dit que ça ne marchera pas, refusant d'abandonner. Errol lui dit qu'il doit continuer à être battu à moitié mort pour développer la capacité Guts. Il dit que Rhaenyra est la partenaire idéale pour ce travail, mais elle doute de pouvoir l'aider à y arriver. Observant l'entraînement imprude d'Errol, Lilia se plaint de ses méthodes négligentes. Soudain, son père apparaît, pensant qu'Errol évacue juste sa colère après avoir perdu son match de tournoi. Quand Lilia lui dit qu'ils ont en fait gagné contre la guilde la plus forte, Rod pense qu'ils ont dû envoyer des coéquipiers faibles pour plaisanter.
En réponse, elle explique que Hérol a en fait vaincu 5 épéistes de rang A d'affilée. Son père est réduit au silence, et Lilia pense qu'ils peuvent maintenant rembourser leurs dettes avec l'argent. Cependant, son père pessimiste croit qu'Hérol sera simplement volé par une meilleure guilde avec plus de ressources, et que Croc de Dragon sera fini. Son attitude négative agace même Hérol, qui lui dit qu'il n'est qu'un lâche raté qui a abandonné malgré un bras capable de manier une épée. L'insulte d'Hérol touche le point faible du père de Lilia, et il attrape sa chemise de rage, hurlant qu'il ne peut littéralement plus utiliser la moitié de ses compétences en tant que manieur de 2 épées. Après qu'Hérol ait souligné qu'il est lui-même un gars sans classe, donc les compétences ne lui importent pas, le père de Lilia se calme enfin et part après l'avoir relâché. Après son départ, Hérol soupire, pensant que Rod a un énorme potentiel, même sans la moitié de ses compétences. Lilia le remercie d'avoir donné de la motivation à son père. Et Rionner et Hérol pensent tous d'eux que Rod peut revenir sur le ring avec plus d'encouragement, les voyant impatients de voir des compétences puissantes. Lilia suggère qu'il devrait aller dans un donjon. Hérol ne sait rien des donjons, alors Rhiannon explique qu'il y a un immense donjon de monstres juste sous la ville de Brescia. L'idée de combattre des monstres excite Hérol, et Rhiannon décide aussi de l'accompagner. Elle pense que ce sera un bon entraînement pour la prochaine Coupe du Roi des Épées. Encore une fois, Hérol n'a aucune idée de l'événement, alors Rhiannon lui dit que c'est le plus grand et le plus prestigieux événement d'épéistes de la ville. Pour l'aider à s'inscrire, Lilia lui donne un formulaire qu'il déchire instantanément. Rhiannon est confuse de savoir pourquoi il ne veut pas combattre à l'événement, alors il explique que Lilia a en fait glissé un formulaire de mariage. Après avoir été démasquée, Lilia essaie de faire croire que c'était juste une blague, alors Hérol la punit avec une prise d'étranglement. Pendant ce temps, une femme étrange observe la scène depuis une boule de cristal, tandis que George l'interroge sur la situation. Quand la femme informe George de leur plan, souriant sournoisement, prévoyant de se venger sous le couvert du sombre donjon. Le lendemain matin, Lilia essaie d'embrasser Hérol dans son lit. Sentant sa présence dérangeante, il lui serre rapidement le visage pour protéger son innocence. Alors que Lilia se sent offensée par son attitude froide, Hérol la traite de perverse. Lilia commence à remettre en question sa virilité, mais Hérol la ligote simplement au lit et la laisse crier dans la pièce. Il frappe à la porte de Rionner, et elle lui demande s'il a besoin de quelque chose. Après avoir obtenu sa permission, Hérol entre dans sa chambre, mais la trouve parlant paisiblement dans son sommeil. Dans ses rêves, Rionner dit fièrement à son papa qu'elle est devenue une puissante épéiste, tout comme lui. En voyant son expression heureuse, Hérol réalise que c'est une fille à papa. Pendant ce temps, dans l'autre pièce, Rod découvre sa fille ligotée comme un chien mal élevé. Ensuite, ils partent tous pour le donjon, et Hérol est surpris qu'il soit situé dans la ville plutôt que dans une grotte sauvage. Remarquant l'énorme foule rassemblée à l'entrée, Rionner pense qu'ils vont tous s'entraîner pour le tournoi du roi des épées. Une fois arrivé, Lilia explique que le portail de téléportation à l'entrée peut téléporter les gens vers des étages de donjons qu'ils ont déjà explorés auparavant. Hérol se demande s'il peut aller au niveau 14 avec Rhiannon, mais découvre que la téléportation ne fonctionne que pour les étages qu'il a lui-même nettoyés. Il est contrarié de devoir commencer par les étages les plus faibles, alors Lilia propose de l'emmener par le chemin le plus court avec elle. Rhiannon demande à les accompagner, mais Lilia essaie d'entraîner Hérol à l'écart pour pouvoir le harceler en privé. Cependant, Hérol demande aussi à Rhiannon de venir avec eux, à la grande frustration de Lilia. Une fois dans le donjon, le groupe rencontre des armures vivantes. Hérol part un coup de la première armure, mais elle le contourne rapidement pour une attaque furtive. Surpris par la vitesse de l'armure lourde, il esquive l'attaque et tranche son casque. Cependant, le corps sans tête de l'armure se retourne pour attaquer, et Hérol réalise qu'il doit attaquer ses jambes pour l'arrêter. Lilia applaudit alors qu'il élimine l'armure, mais recule sous le choc quand l'armure antébouche sa main. Ensuite, Hérol regarde Rionner, qui a éliminé son adversaire. Elle lui dit que l'armure pourrait se régénérer s'il ne passe pas à l'étage suivant à temps, et Hérol pense qu'une armure magique régénératrice est parfaite pour l'entraînement à l'épée. Pendant ce temps, Lilia fait comme si elle était épuisée par le combat, mais Hérol lui rappelle qu'elle est restée là comme une statue. Elle prétend qu'elle voulait juste les laisser, lui et Rionera, s'amuser un peu, et Hérol l'interroge sur sa classe. Lilia lui dit fièrement qu'elle est une escrimeuse, et Hérol se souvient qu'une escrimeuse peut progresser vers la classe de princesse de l'épée. Connaissant déjà les compétences de princesse de l'épée grâce à sa mère, Hérol s'ennuie avec Lilia et se dirige vers le niveau 2. Cependant, il rencontre un garçon blessé, qui révèle que son équipe est tombée sur un piège surprise. Rhiannon dit au garçon d'aller se faire soigner en ville, mais il ne veut pas partir sans sauver ses amis. Voyant son hésitation, elle propose de sauver ses amis à sa place, mais Lilia l'arrête. Elle pense qu'il devrait escroquer l'homme blessé pour obtenir de l'argent en échange de leur aide, et Hérol la traite de fraudeuse complète.
Cependant, Lilia refuse d'aider un homme fauché gratuitement, alors le blessé essaie de la flatter. Ces faux compliments ne fonctionnent pas. Alors finalement, le garçon donne à Lilia un sac de pièces. Ayant enfin obtenu ce qu'elle voulait, elle accepte joyeusement l'argent. Errol lui demande si la situation lui semble correcte, mais Lilia lui dit que l'argent a l'air réel. Il lui dit que l'argent n'est pas le problème, mais suit quand même le garçon blessé dans le couloir. En marchant avec lui, Errol remarque que malgré le saignement excessif, le garçon marche sans problème. Il réalise que le garçon n'est pas du tout blessé et essaie juste de les escroquer, mais Errol est excité à l'idée d'affronter les problèmes qu'il va causer. Une fois que le garçon les emmène dans la pièce cachée, il est choqué de voir ses amis disparus. Voyant ses empreintes de pas sanglantes dans la pièce, Lilia essaie de suivre la piste pour ramasser une pièce, mais elle active un piège de téléportation au sol. L'épéiste escroque sourit, disant qu'il faisait juste son travail, mais le piège le téléporte aussi avec tout le monde. Une fois arrivée dans la nouvelle pièce, Rioner note qu'elle est plus profonde que n'importe quel étage où elle ait jamais été. Pendant ce temps, l'escroc commence à paniquer d'être coincé avec eux, et Lilia se lève pour l'interroger. Son pied frappe la pièce d'or au sol, ce qui déclenche un autre piège qui invoque un étrange ennemi. Alors que l'ennemi brandit son épée, le garçon explique que le piège les a menés au niveau le plus profond du donjon, qui a l'empereur de l'épée de classe ultime comme boss final. Alors que l'empereur de l'épée les frappe, tout le monde baisse la tête. Lilia est choquée que la frappe ait déchiré les murs du donjon d'une si longue distance, et Errol reste prudent face à son terrifiant adversaire. Il se téléporte soudainement devant lui, et Errol part son attaque. Cependant, le dieu de l'épée le projette quand même contre un mur malgré la parade, tandis qu'Errol est heureux d'avoir appris la compétence Guts. Croyant que cette compétence lui donne une chance de se battre contre un adversaire plus fort, Errol se prépare à tester toute sa force, le regardant agir si calmement devant l'empereur. Les filles sont sous le choc. Soudain, Errol se téléporte aussi devant le monstre et le repousse avec une attaque. En réponse, le monstre déchaîne un champ de gravité qui retient les autres, tandis qu'Errol reste debout sous sa pression. Se souvenant de l'entraînement de sa mère, il se rappelle à quel point son champ de gravité était brutal. Heureusement, elle lui a appris à traverser le champ de gravité, mais non sans lui avoir fait goûter pleinement la technique sur son propre corps. Errol décide de faire étalage de ses talents en ramassant la pièce d'or et en la tranchant devant l'empereur. Avant de sauter pour le coup final, il utilise la compétence spéciale Infinite Break qui détruit l'armure et étourdit tout le monde. Après la bataille, Errol prend une gorgée rapide d'eau bénite et Rioner lui demande comment il connaissait les techniques de l'empereur de l'épée. Errol explique que sa mère est elle-même une empereur de l'épée, mais elle prétend être une princesse de l'épée pour éviter une attention inutile. Rioner pense qu'elle ne l'aurait jamais défiée avec le passé terrifiant de sa mère, mais Errol est content d'avoir pu la combattre car elle a mené à son entraînement et à sa croissance. Une fois leur discussion terminée, un portail s'ouvre pour sortir du donjon. Alors que le groupe commence à partir, le garçon escroc est surpris qu'il ne l'ait pas battu pour se venger. Lilia lui dit que puisque Errol est heureux, elle lui épargnera la vie cette fois. De retour en ville, Rod réfléchit aux paroles d'Errol dans une taverne. Non loin de là, un groupe d'escrocs se vante de la mission facile dans le donjon, se moquant de leur ami stupide d'avoir été téléporté. L'un d'eux dit que Croc de Dragon sera fini après cette défaite. Rod demande au groupe ce qui s'est passé. Le chef du groupe traite Rod comme un vieil ivrogne. Alors il brise calmement leur table et demande à nouveau. Heureusement pour les nuls, George arrête Rod avant qu'il ne puisse leur en faire voir de toutes les couleurs. Rod le soupçonne d'avoir organisé le piège, mais George fait l'innocent. Il dit à Rod que le groupe de Lilia est tombé sur un piège caché qui les a téléportés dans une zone dangereuse. Furieux, Rod charge George, le maudissant de lui avoir enlevé son bras et sa fille. Cependant, juste à ce moment-là, il entend la voix joyeuse de Lilia depuis l'entrée, alors qu'elle vient faire la fête avec ses amis, soulagée de la voir saine et sauve. Rod la serre rapidement dans ses bras, tandis que George est sans voix que les enfants aient survécu. Errol lui dit qu'il a vaincu l'empereur de l'épée, et Lilia explique que le garçon que George avait engagé a fini par le démasquer pour avoir organisé ce piège. George pense que c'est la faute des enfants d'avoir été imprudents dans le donjon, et Errol est d'accord avec son idée. Alors qu'il commence à partir, Rod lui dit qu'il se vengera de cela, mais George se moque de lui pour être un ivrogne inutile. Cependant, une fois de retour dans sa chambre, il pique une crise de colère comme un enfant vexé. Repensant au roi des deux épées et à la princesse de l'épée, George se sent frustré parce qu'il le surpasse toujours. Avec un monstre comme Errol dans les rangs de Croc de Dragon, George pense qu'il n'aura jamais la chance d'être le plus fort de sa vie. Voyant son fort ressentiment, une épée maléfique l'interpelle, lui offrant de l'aider à se venger pour un prix. Quelques jours plus tard, à la guilde Croc de Dragon, Lilia soupire de frustration.
Rionnet se demande ce qui ne va pas. Alors Lilia explique que les tableaux préliminaires du tournoi du roi des épées sont sortis, et qu'elle est tombée dans la même poule qu'Errol, sachant qu'Errol l'anéantirait. Lilia pense qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse se qualifier maintenant. Bientôt, Errol entre aussi dans la pièce, et Ryanair explique que seul le vainqueur de chaque poule peut avancer en demi-finale. Voyant Lilia si déprimée, il la réconforte en disant qu'elle n'aurait de toute façon pas pu atteindre les finales. En regardant son propre tableau, Rhiannon est soulagé de ne pas être dans le même groupe qu'Errol. Il hoche la tête, pensant que c'est une excellente occasion pour elle d'atteindre les finales et d'impressionner son papa. Heureuse de se montrer, Rhiannon commence à sourire, mais est gênée d'avoir appelé son père papa au lieu de père. Pendant ce temps, Lilia décide de ne pas encore abandonner et dit à tout le monde de s'entraîner avec elle au donjon. Errol lui demande pourquoi il doit y aller. Alors elle lui dit qu'il gérera toutes les situations dangereuses. Avant qu'elle ne puisse partir, son père entre et la prévient d'être prudente, car Georges pourrait tenter un autre coup. Après lui avoir dit de revenir si quelque chose tourne mal, il se sent gêné d'agir comme un père maintenant, mais dit qu'il a cessé d'être un ivrogne et qu'il redevient un épéiste. Une fois l'heure de la Coupe du Roi des épées venue, les matchs préliminaires commencent. Après son match, Lilia soupire, ayant déjà perdu. Errol lui dit qu'elle n'aurait pas pu se qualifier même s'il n'avait pas été là. Elle admet qu'elle est nulle et Errol pense que c'est dommage qu'il n'ait pas pu la combattre. En entendant cela, Lilia pense qu'il n'y a aucune chance qu'il ait réellement voulu la combattre, et elle lui dit d'être prudent lors de son dernier tour. Errol se demande pourquoi il doit être si prudent puisqu'il a déjà vu les compétences d'épéiste les plus puissantes dans le donjon. Cependant, Lilge révèle que son adversaire possède de nombreuses compétences uniques. Elle a la classe d'épéiste magique et peut enchanter son épée avec de la magie pendant le combat. Cela déroute Errol qui souligne que le tournoi est pour les épéistes. Elle explique que n'importe qui peut participer au tournoi tant qu'il appartient à une guilde épéiste, tout comme Errol, qui est sans classe. Errol comprend enfin et part combattre son adversaire. Une fois sur le ring, la femme dit à Errol de ne pas se plaindre de sa classe d'épéiste magique s'il finit par perdre le match. Après qu'il lui ait dit qu'il n'y aurait pas de problème, tous deux se préparent à combattre. L'annonceur lance le match, et elle commence immédiatement à lancer des boules de feu sur Errol. Il esquive et bloque chacune des boules de feu avant de courir pour se rapprocher de son adversaire. Une fois qu'Errol s'approche, elle bloque ses attaques avec sa propre épée et le repousse avec une boule de feu. Il note que les attaques à longue et courte portée accordées par la classe magique sont très pratiques, mais la fille manque des compétences avancées des utilisateurs de magie ou des épéistes, car il est difficile de maîtriser deux classes à la fois. Après avoir été démasquée, la fille se sent offensée et utilise sa magie pour améliorer son épée. Voyant son épée enflammée, Errol est surpris et la fille déclare qu'elle utilise la compétence la plus puissante pour les épéistes magiques. Elle le frappe avec une lame de feu, ce qui crée un mur de flammes dans sa direction. Alors qu'Errol évite les attaques, la fille rit, pensant qu'elle a le dessus. Tout en continuant à esquiver les attaques, Errol admet que l'épée enflammée peut être une attaque très puissante si elle est maîtrisée correctement. La fille est d'accord avec lui, mais il lui dit qu'elle est encore assez nulle pour utiliser ses pouvoirs. Errol continue de bloquer ses attaques en restant complètement immobile, disant qu'elle n'est même pas une meilleure épéiste que la pathétique Lilia. Ensuite, Errol déchaîne une attaque de double tranchant qui souffle un vent violent qui éteint la flamme de la fille. Après l'avoir désarmée, il utilise la compétence Blink Dash pour se téléporter juste derrière elle et l'assommer. Ayant facilement éliminé son adversaire, Errol la remercie de lui avoir montré une nouvelle compétence, tandis que l'annonceur déclare sa victoire. Avant de quitter l'arène, Errol se demande si un gars sans classe comme lui peut aussi utiliser la magie. Quelques jours plus tard, à Croc de Dragon, Lilia dit à son père d'encourager Errol en finale. Il continue de refuser d'y aller, alors elle se demande s'il a peur de voir Georges à l'arène. Gêné, Rod dit que ce n'est pas vrai, et explique qu'après avoir essayé d'utiliser une épée à nouveau, il a réalisé à quel point il était rouillé. Il ne se sent pas à l'aise d'assister au tournoi quand il pense qu'il ne peut même pas gagner les finales. Mais Lilia est offensée, car quelqu'un comme elle ne rêverait même pas de se qualifier. Puis, alors qu'elle continue de le forcer à y aller, Rod se lève enfin. Alors qu'il marche vers l'arène, Lilia pense que Rod se serait faufilé pour regarder le tournoi plus tard. Quoi qu'il en soit, il se demande pourquoi elle pense cela. Alors elle lui rappelle toutes les fois où il a encouragé Rionner pendant son entraînement. Puisque Rod aime voir les membres de sa guilde devenir plus forts, il n'y a aucune chance qu'il manque ça. Quand Rionner est en finale, voyant à quel point sa fille est devenue intelligente, Rod sourit, disant qu'elle est comme sa mère. Pendant ce temps, à l'arène, les jambes de Rionner tremblent d'anxiété. Soudain, Errol surgit de nulle part et lui dit de se détendre, ce qui l'embarrasse encore plus. Il se demande pourquoi elle est si nerveuse. Alors Rionner explique que c'est le plus grand tournoi de la ville et qu'elle ne saura même pas qui elle affronte avant d'entrer sur le ring.
Errol pense qu'elle est nerveuse à l'idée de le combattre, mais Rhiannon le nie rapidement. Bientôt, l'annonceur crie que le premier match est sur le point de commencer entre le champion actuel, George, et Errol. En entendant son propre nom, Errol commence à partir, mais Rhiannon lui attrape la main. Malgré son trouble, elle lui dit d'être prudent, et Errol sourit avant de partir. Quand il entre dans l'arène, il entend Lilia l'encourager dans le public. Alors qu'elle lui dit de détruire ce salaud de George, Errol est choqué de voir George apparaître, transformé en créature démoniaque. Sentant l'aura démoniaque de George, Lilia se demande ce qui lui est arrivé. Errol remarque une étrange épée dans ses mains. Il avertit rapidement Errol de s'éloigner de lui, disant qu'il utilise l'épée la plus puissante. Confuse, Lilia demande ce qu'il y a de spécial avec l'épée, alors Rod révèle que l'épée scelle un puissant démon. Surpris que quelqu'un connaisse ses origines, le démon George se demande si Rod vient du palais royal. Puisque George ne se souvient pas de lui, Rod pense que le démon a complètement pris le contrôle de son esprit. Il se souvient qu'après que le dieu de l'épée originale ait tué tant de démons avec son épée, elle a absorbé leurs ressentiments et s'est transformée en une arme maléfique. Cependant, l'épée était scellée dans le trésor royal et le démon rit que quelqu'un de stupide l'ait décellée. Puisque la précédente famille royale est morte il y a des siècles, le démon pense qu'il est libre de semer le chaos comme il l'entend. Heureux d'avoir enfin obtenu la liberté après des siècles d'attente patiente, le démon annonce que son nom est Duagelda. Rhiannon est surprise par son nom, et Errol demande qui est ce type. Elle est agacée qu'il n'ait jamais fait attention en cours d'histoire, et explique que Duagelda est un démon qui a invoqué un pouvoir maléfique du royaume supérieur. Alors que le reste du public réalise qu'ils ont affaire à Duagelda, ils sont tous terrifiés car le démon était capable de détruire des villes entières dans la légende. Effrayés pour leur vie, tout le public fuit l'arène, tandis que Duagelda est fier de causer tant de peur. Cependant, il ne se sent pas encore satisfait et crée une formation sombre qui libère une aura maléfique dense. L'aura s'intensifie, assombrit le ciel et crée une barrière autour des portes de l'arène, empêchant quiconque de s'échapper. Rod se demande si le démon a l'intention de tous les anéantir. Pendant ce temps, Duagelda se prépare à savourer un charmant massacre. Cependant, Errol se prépare à le combattre, surprenant le démon par son courage inattendu. Errol lui dit avec assurance qu'il peut le vaincre puisque le démon a été vaincu par un dieu de l'épée par le passé. Duagelda rit pensant qu'il n'y a de toute façon plus de dieu de l'épée dans ce monde. Cependant, Errol révèle à Duagelda que sa mère est elle-même une déesse de l'épée, mais qu'il peut vaincre ce pitoyable démon tout seul. Duagelda pense que Errol est juste délirant, mais il est choqué quand Errol attaque avec une vitesse fulgurante. Réalisant qu'Errol vient d'utiliser une compétence de dieu de l'épée, le démon est effrayé par lui. Alors qu'Errol commence à tourner autour du démon, il sourit soudainement, lui rappelant qu'il est aussi dans le corps d'un épéiste très puissant. Duagelda bondit, choquant Errol par sa vitesse, et le met à terre d'un coup puissant. Le démon pense avoir gagné. Mais quand la fumée se dissipe, il est choqué de voir Errol complètement indemne. Errol explique qu'il a survécu à l'attaque grâce à sa compétence Guts, et Duagelda tente d'attaquer à nouveau. Errol bloque l'attaque et utilise la compétence Infinity Break. La compétence crée de multiples clones d'Errol qui s'acharnent sur Duagelda, le repoussant avec 1 milliard de coups. Après avoir été humilié, Duagelda admet qu'Errol est un véritable dieu de l'épée, mais Errol révèle qu'il est en fait sans classe et renvoie le démon. Après que Duagelda atterrisse au sol inconscient, Errol tente de l'approcher pour voir s'il a été vaincu. Il est confiant que le démon ne peut pas le blesser avec de si lourdes blessures, tandis que le public est choqué que quelqu'un d'aussi fort qu'Errol existe encore dans leur monde. Alors qu'Errol laisse Duagelda au sol, le démon décide de lui échapper pour éviter d'être scellé à nouveau, sachant qu'il ne peut s'échapper qu'en possédant quelqu'un d'autre. Il fouille le public et décide de contrôler Rod, car il est le plus puissant après Errol. Non loin de là, alors que Lilia célèbre la victoire d'Errol, Rhiannon se demande si le tournoi va continuer. Soudain, l'épée dans les mains de George se libère avant de se lancer vers Rhiannon. Errol la protège rapidement, mais l'épée se dirige plutôt vers Lilia. Rod se précipite pour sauver sa fille. Mais quand la fumée se dissipe, il pointe une épée sur sa gorge, possédée par Duagelda. Duagelda ordonne à Lilia de se lever, et Errol réalise que l'épée maléfique est en fait le véritable corps du démon. Duagelda rit disant qu'il est trop tard pour le comprendre maintenant, mais Errol pense qu'il peut simplement le vaincre à nouveau. Cependant, le démon le prévient qu'il tuera sa femme s'il attaque, ce qui laisse Errol perplexe. Il dit à Duagelda qu'il n'y a aucune chance qu'il épouse une écervelée sans talent comme Lilia. Mais le démon pense que Errol ment puisque les souvenirs de Rod montrent que Lilia est fiancée à lui. Au lieu de craindre pour sa vie, Lilia est terrifiée qu'Errol la détruise pour avoir menti. Réalisant qu'elle a menti à son père au sujet de ses fiançailles,
Hérol décide de l'achever avec Duagelda. Le démon demande s'il est vraiment d'accord pour blesser son ami, mais Hérol répond qu'il n'aurait pas dû prendre quelqu'un d'aussi insignifiant en otage. L'échange gênant laisse le démon sans voix, et Lilia avoue finalement qu'elle a inventé toute l'histoire des fiançailles. Alors que Rhiannon se sent mal pour Lilia, Hérol lui dit que Duagelda ne peut de toute façon pas lui faire de mal. Le démon accepte son défi et essaie de blesser Lilia, mais se retrouve incapable de bouger la main de Rod. Luttant pour reprendre le contrôle de son esprit, Rod pose l'épée, tandis que Lilia court vers Rainer. Hérol souligne que même après avoir été possédé, le corps de Rod ne s'est jamais transformé en démon, donc Duagelda ne pouvait pas le contrôler correctement. Duagelda demande à Rod pourquoi il ne veut pas de ses pouvoirs démoniaques, alors il explique que par le passé, il aurait pu accepter son offre. Cependant, parce qu'Hérol lui a montré les résultats de l'entraînement, Rod pense qu'il peut retrouver sa gloire passée sans l'aide de personne. Il jette l'épée démoniaque à Hérol qui la tranche en d'innombrables morceaux. Duagelda étant complètement vaincu, l'obscurité entourant la reine disparaît enfin et Hérol réalise qu'il vient de tuer un ancien démon. Après la victoire de la Croque du Dragon au tournoi, des dizaines de nouveaux épéistes rejoignent la guilde. Motivé à reprendre l'escrime, Rod entraîne ces jeunes gens sur le terrain d'entraînement de la guilde. Cependant, il est trop fort et les humilie tous en un instant. Alors que les apprentis s'enfuient, Lilia demande à l'un d'eux pourquoi il s'échappe. Le garçon souligne que son père est bien trop strict comme professeur. Elle acquiesce. Lilia sourit, heureuse que leur vieille guilde pourrissante ait enfin retrouvé une nouvelle vie après qu'Hérol les ait menés à la victoire. À la mention d'Hérol, l'apprenti lui demande où il est allé. Avec un visage gêné, elle lui dit que Hérol a déjà quitté la guilde. En pensant à Hérol, elle commence à pleurer, et se souvient que Rhiannon est également parti pour le suivre dans son voyage. Pendant ce temps, Hérol est dans la même calèche qui le ramène chez lui, celle qu'il a utilisée pour arriver à Brescia. Le cocher lui demande pourquoi il part déjà sans profiter de sa renommée de champion. En réponse, Hérol dit qu'il n'y avait plus rien à apprendre dans la ville puisqu'il avait déjà tout maîtrisé. Le conducteur est d'accord mais se souvient qu'il se dirige vers la campagne encore plus ennuyeuse. Alors qu'il demande à Hérol s'il compte rentrer chez lui, il acquiesce. Cependant, Hérol veut aussi tester ses compétences à l'épée chez lui, pensant qu'il peut enfin battre sa mère. Le conducteur rit, voyant à quel point il craint sa propre mère. De retour à la maison, Farah cueille des roses pour accueillir son fils. Quand elle réalise qu'il se tient derrière elle, Hérol dit qu'il cachait sa présence et Fer admet qu'elle ne l'a détecté que lorsqu'il s'est approché. Quand il révèle qu'il a gagné la coupe du dieu de l'épée, sa mère sourit en le félicitant. Soudain, elle se téléporte juste devant son visage avant même qu'il ne puisse réagir. Stupéfait, Hérol réalise qu'il aurait été transformé en brochette si sa mère avait tenu une épée à la place, sachant que son fils veut la défier. Farah lui dit de venir au sol. Une fois sur le terrain d'entraînement, les deux épéistes lèvent leurs épées pour le duel. Et Fer dit à Hérol qu'elle est excitée de voir à quel point il est devenu fort. Hérol lui dit de rire tant qu'elle le peut car il va la vaincre aujourd'hui. En réponse, elle se précipite sur lui à la vitesse de l'éclair, mais il parvient à bloquer ses premières frappes. En parant son attaque, Hérol note que cela l'aurait vaincu si elle n'avait pas utilisé le même mouvement dans le jardin plus tôt. Après avoir reculé de la parade, il déchaîne quelques frappes rapides, mais sa mère les bloque toutes. Fer félicite Hérol d'avoir combiné les compétences Divine Air Slice et Twice Slice, mais il lui demande quelles compétences elle a utilisées pour bloquer son attaque. Elle révèle qu'elle a juste balancé son épée à l'ancienne, ce qui le laisse sans voix. Fer lui dit qu'il l'a inspiré à se battre sans compétences, et Hérol sourit avant d'attaquer à nouveau. Alors qu'ils s'affrontent violemment, tout le village entend le cliquetis de leurs épées. Alors qu'il pense que c'est un monstre effrayant, Hérol saute dans le ciel, utilisant des compétences encore plus puissantes pour défier sa mère. Elle utilise un sort de liaison pour le faire tomber, mais Hérol le bloque. Voyant qu'il est assez fort pour tenir tête, Fer décide de libérer toute sa puissance. Finalement, tous deux utilisent la compétence Infinity Break, s'affrontant de front avec leur mouvement le plus puissant. Un peu plus tard, Rhiannon se rend chez Hérol après l'avoir cherché dans tout le village. Quand elle frappe à la porte, sa petite sœur, appelée Mira, sort. Rhiannon demande à voir Hérol, mais Mira est trop jalouse pour laisser une fille voir son frère. Après avoir dit à Rhiannon qu'elle ne laisserait pas une vache rencontrer son frère, Mira essaie de fermer la porte. Alors que Rhiannon l'arrête pour négocier, Fer et Hérol reviennent de leur duel. Mira saute joyeusement dans les bras de son frère, et Ranir remarque à quel point ils se ressemblent. Mira remarque qu'Hérol et Fer sont mal en point, alors il explique qu'ils venaient de se battre en duel. Curieuse, Mira demande qui a gagné, et apprend qu'Hérol l'a fait à la fin. Cependant, Hérol pense qu'il n'a surpassé sa mère que parce que sa force n'est pas à son apogée.
Alors qu'il se sent déçu par la victoire, Fer plaisante en disant qu'elle est encore jeune. Puis elle se demande pourquoi une jolie jeune femme cherche son fils et invite Ryaner à prendre le thé. Une fois à l'intérieur, Fer va droit au but, elle demande à Ryaner comment elle est tombée amoureuse de son fils, ce qui rend Ryaner complètement troublé. Alors que Mira est jalouse, Erol explique qu'il a vécu à Brestia avec Ryaner. Cette information donne à Fer toutes sortes d'idées peu recommandables. Alors Ryaner est gêné et explique qu'ils n'étaient que des compagnons de guilde. Ensuite, Erol demande à Ryaner pourquoi elle est venue chez lui, alors elle lui dit qu'il était impoli de quitter la guilde si soudainement. Il souligne qu'il a rempli le formulaire de démission officielle, mais Ryaner pense toujours qu'il aurait dû dire au revoir avant de partir. Cependant, Erol ne se soucie pas des relations puisqu'il ne se concentre que sur l'escrime, ce qui la laisse sans voix. Pendant ce temps, Farah est heureuse qu'une fille voyage jusqu'à leur village juste pour son fils. Ryaner dit à Farah qu'elle vit aussi dans ce village, mais ce n'est pas la seule raison de sa venue. Elle veut que Farah la prenne comme disciple. Avant qu'elle ne puisse discuter d'autre chose, le capitaine Evans se précipite à leur porte. Il fait irruption et explique que quelque chose de grave s'est produit dans la forêt voisine. De nombreux arbres ont été abattus et le sol est gravement endommagé. Farah se sent coupable car elle a causé ce désordre avec Erol pendant leur duel. Cependant, Farah dit calmement à Evans qu'elle vient de vaincre un monstre. Alors il se calme enfin. Alors qu'il pense à retourner et à dire aux villageois qu'ils sont en sécurité, il remarque soudain sa propre fille. Farah est surprise que Rihanna soit en fait la fille d'Evans, tandis qu'il se demande ce qu'elle fait chez elle. Farah dit rapidement à Evan que sa fille veut s'entraîner sous sa direction pour devenir une bonne épouse. Submergé par le fait que sa fille ait grandi, Evans commence à pleurer, tandis que Ryaner dit à Farah qu'elle voulait juste s'entraîner. Farah est confuse car elle pensait que l'entraînement était pour les tâches ménagères. Alors Ryaner lui dit qu'elle voulait en fait apprendre l'escrime. Pourtant, Farah poursuit sur sa lancée et propose de lui enseigner à la fois les tâches ménagères et l'escrime, et Evans accepte. Rhiannon est stupéfaite lorsque son père révèle qu'il a toujours voulu que sa fille devienne une femme accomplie après le décès de sa femme. Le voyant la pousser au mariage, Rhiannon se sent mal qu'ils ignorent ses propres rêves. Après le départ d'Evans, Erol rend visite à son père dans son bureau. Il lui demande quel genre de magie Léo recherche, et Léo explique que c'est un puissant coup de grâce. Puis Léo range sa magie et demande à Erol pourquoi Mira criait dehors, car il pense que son fils a enfin trouvé une petite amie. Erol acquiesce. Cependant, Erol lui dit qu'il n'est pas là pour discuter de romance. Il dit à Léo qu'il vient de vaincre sa mère dans un combat à l'épée, et Léo le félicite. Puis Léo devient sérieux car il sait ce qu'Erol va demander. Comme prévu, Erol demande à son père s'il peut lui enseigner la magie ensuite, mais son père refuse, disant que c'est impossible. Pendant ce temps, dans la cuisine, Farah commence à entraîner Ryaner à être une femme au foyer, avec un gros chou devant elle. Ryaner tient un couteau comme si elle était sur le point de combattre le plus fort ennemi de sa vie. En la regardant manier le couteau comme une épée, Farah réalise que la jeune fille n'est pas faite pour les tâches ménagères. Alors que Ryaner abaisse le couteau, elle coupe avec succès le chou. Cependant, elle coupe aussi la table en dessous en deux, brisant la pauvre tasse de Mira au passage. Farah se demande si Rhiannon n'a jamais cuisiné à la guilde, alors elle explique qu'ils avaient un cuisinier pour les aider, sachant qu'elle a un long chemin devant elle. Fer se résout à corriger les compétences ménagères pathétiques de Rioner. Gênée, Rioner dit qu'elle devrait juste se concentrer sur l'escrime, mais Fer refuse. Elle affirme qu'un épéiste ne peut devenir fort qu'une fois qu'il a maîtrisé son esprit et son corps sous tous les aspects. Afin d'y parvenir, Fer dit à Rioner de maîtriser les compétences de vie de base, alors elle accepte finalement. Alors que Fer est heureuse d'avoir une autre fille à élever, Rioner se demande où est la sœur aînée d'Erol. À la mention de leur sœur aînée, Mira explique qu'elle a quitté la maison après avoir juré de rendre le monde meilleur pour les personnes sans classe. Rhiannon pense qu'elle travaille pour une noble cause, mais Erol n'a vraiment besoin de l'aide de personne. Un peu plus tard, après avoir réparé la table que Rioner avait cassée, Erol demande à son père de lui montrer de la magie. Il se lève et répare la tasse de Mira avec de la magie avant de dire à Erol de l'aider à ranger ses outils. Pendant qu'ils rangent les outils ensemble, Léo dit à Erol d'abandonner la magie une fois de plus. Il explique que la magie nécessite un talent spécial appelé énergie magique, que la plupart des gens n'ont pas. Léo pense qu'il est inouï qu'une personne sans classe possède du mana. Erol lui rappelle qu'il vient de gagner un tournoi d'épée sans avoir de classe. Alors il admet que son fils peut faire l'impossible. Cependant, Léo lui dit que malgré son incroyable dévouement, il ne peut pas maîtriser la magie par le seul travail acharné. Il explique qu'un manque de mana est comme manquer les membres pour utiliser la magie. Erol acquiesce, mais pense qu'il a un peu d'énergie magique. Léo secoue la tête, disant que s'il avait du mana, il aurait reçu la classe de magicien. Malgré cela, Erol est confiant qu'il a de la magie.
Il explique qu'il a découvert l'énergie quand Rayonné le battait à Dragonfang. Léo s'inquiète que son fils soit victime de violences domestiques, mais Errol le rassure en disant que c'était consensuel. Alors que Léo s'inquiète encore plus, Errol révèle que pendant son entraînement pour obtenir sa compétence Goutte, il consommait des tonnes d'eau bénite pour récupérer. Lilia en a eu marre qu'il vide le budget de la guilde, alors elle a obtenu des potions magiques à la place. Rionra se demandait si les potions étaient périmées, mais Lilia pensait qu'il pouvait aussi s'agir de vieilles bouteilles d'eau bénite. Errol a bu les bouteilles quand même, pensant que des médicaments périmés seraient un bon entraînement pour ses organes internes. Cependant, il explique qu'après avoir bu les potions, il a senti de l'énergie revenir dans son corps. Errol dit que l'énergie était différente de la bénédiction de protection, donc cela aurait pu être de l'énergie magique à la place. En entendant cela, Léo se sent enfin plein d'espoir que son fils puisse apprendre la magie. Il admet qu'il était un peu jaloux que sa femme soit la seule à avoir entraîné Errol, mais maintenant qu'il peut lui enseigner la magie, il se sent heureux. Prêt à commencer l'entraînement, il demande à Errol s'il peut sentir le mana dans son corps. Errol acquiesce, alors Léo lui demande s'il peut le déplacer. Alors qu'Errol se concentre, Léo lui dit de concentrer le mana sur ses paumes. Après un certain temps de concentration intense, Errol fait apparaître une lueur d'énergie brillante sur ses paumes. Voyant la tentative réussie, Léo est fou de joie, mais Errol se demande ce qu'il vient de faire. Alors que Léo lui dit qu'il vient d'utiliser du mana pour la toute première fois, Errol retombe d'épuisement. Errol est déçu que son énergie soit si faible, et Léo confirme qu'il n'est même pas encore au niveau d'un enfant sorcier. Cependant, il dit à Errol qu'il peut augmenter son mana en pratiquant encore et encore. Errol se sent soulagé de pouvoir enfin s'entraîner puisqu'il est bon pour travailler dur, mais il s'évanouit bientôt d'épuisement. En regardant son fils, Léo est heureux qu'Errol n'ait pas abandonné malgré ses avertissements. En versant des larmes, il est fier de son fils, qui lui a montré que l'impossible est possible. Après s'être réveillé, Errol se rend dans un magasin pour acheter des potions de mana. La vendeuse se demande pourquoi il achète tout son stock, pensant que les potions sont pour Léo. Cependant, Errol lui dit qu'il utilise les potions pour lui-même. Une fois qu'il a les potions, il commence à les boire comme des sodas tout en s'entraînant tous les jours. Après 6 mois d'entraînement, Errol rassemble enfin suffisamment d'énergie magique pour lancer les sorts les plus faibles. Léo le félicite pour son succès, mais explique qu'il ne peut pas encore utiliser la magie. Il donne à Errol un morceau de papier contenant des symboles étranges, ce qui le laisse perplexe. Léo révèle que le papier s'appelle Maguscript et qu'en plus d'avoir du mana, les magiciens doivent aussi apprendre le langage magique pour lancer des sorts. Ensuite, Léo dit à Errol qu'après avoir appris une compétence magique, l'incantation requise apparaîtra automatiquement dans son esprit. Errol pense que c'est fastidieux de créer tout le sort à chaque lancement, et Léo est d'accord. Pour l'aider à démarrer son voyage magique, il suggère d'étudier à l'école de magie de la ville. Voyant l'intérêt d'Errol pour l'apprentissage, Léo propose de l'entraîner pour l'examen d'entrée de l'école. Plus tard, au déjeuner, Mira loue la délicieuse cuisine de sa mère. Rhianner accepte le compliment, mais Mira réalise vite que c'était en fait sa cuisine. Jalouse, Mira retire son compliment. Alors qu'Errol loue également la nourriture, Farah pense que Rhianner a beaucoup grandi en cuisine et en escrime, et Errol remarque à quel point elle l'apprécie. Léo intervient également disant que Rhianner est une belle fille travailleuse. Cependant, cela met Fer en colère, alors il explique qu'il ne voulait pas dire ça de cette façon. Pour remonter le moral de sa femme, Léo lui fait une belle forme de cœur juste pour elle, qui explose en oiseaux de feu vif. En regardant les oiseaux lumineux danser, Errol se sent encore plus excité à l'idée d'entrer dans le monde de la magie. Après 3 ans d'entraînement intense en tant que femme au foyer, Rionner présente nerveusement une tasse de thé à Farah. Alors qu'elle regarde, Farah porte la tasse à sa bouche avant de louer sa cuisine. Soulagée, Rhianner remercie Farah pour tous ses conseils au fil des ans. Mais soudain, elles entendent Mira sangloter bruyamment. Alors qu'elle entre dans la cuisine en pleurant, Mira révèle qu'Errol a quitté la maison avec une lettre dans son lit. Rionner prend la lettre et découvre qu'Errol est parti pour la cité de la magie, sans autre explication. Alors que Mira pleure parce que son frère est parti chercher du lait, Rionner se sent coupable car elle a déjà fait la même chose. Soudain, Fer la serre dans ses bras, la prévenant de ne pas les quitter comme son fils froid. Rhianner la rassure qu'elle ne partira pas, et Fer se demande pourquoi ses enfants sont devenus comme ça. Bientôt, le coupable entre dans la pièce, se frottant paresseusement les yeux. Farah soupire, pensant que tout ira bien tant que ses enfants resteront en sécurité. Pendant ce temps, Errol est dans une calèche, en route pour la cité de la magie. Il demande au conducteur combien de temps cela prendra, et apprend qu'il leur reste 3 jours. Le conducteur demande à Errol pourquoi il saute toujours d'une grande ville à l'autre, et les passagers s'intéressent également à lui. Les enfants demandent si Errol se dirige vers l'école de magie comme eux, alors Errol acquiesce.
Un garçon nommé Kaito se demande pourquoi Errol postule à un âge si avancé, et son ami Kufa suppose qu'il tente juste l'examen d'entrée à nouveau après l'avoir échoué plusieurs fois. Elle dit à Kaido de ne pas faire de mal à Errol, mais Kaido lui dit qu'elle vient de le rôtir pour avoir échoué de toute façon. Alors que les deux commencent à se disputer, l'autre fille, Colette, essaie de les calmer. Dans leur rage, ils l'ignorent complètement, et Errol note que tous les trois sont des sorciers. Voyant leur jeune âge, ils réalisent que les enfants doivent juste avoir reçu leur classe de sorciers. Ensuite, Kaido dit à Errol qu'il utilise la magie rouge, puis demande curieusement quel type de magie Errol utilise. En pensant à sa compétence, Errol se souvient avoir appris de son père que la magie est divisée en couleurs en fonction des éléments qu'un sorcier utilise. Cependant, comme Errol n'a pas reçu de classe de magie pour une couleur spécifique, Léo lui a dit d'essayer d'utiliser tous les éléments magiques. Se souvenant de son expérience, Errol dit aux enfants qu'il est un touche-à-tout puisqu'il est sans classe. Kufa rit, persuadé qu'un sans classe ne peut pas intégrer une école de magie. Furieux de cette blague, Kaido ordonne à Errol d'arrêter de mentir, mais celui-ci insiste sur la vérité. Finalement, Errol leur montre sa carte de classe, prouvant ainsi qu'il est bien sans classe. Voyant cela, Kaido se moque d'Errol, le raillant d'essayer d'apprendre la magie sans classe. Errol soupire, ayant déjà entendu ces moqueries 1 milliard de fois. Soudain, une créature rugit bruyamment depuis la forêt, effrayant les chevaux de l'attelage. Les enfants s'inquiètent du bruit, alors Errol leur explique que c'est le rugissement d'un roi troll. Terrifié par la bête puissante, Kaito demande au cocher de les faire sortir de la forêt, mais celui-ci lui répond que les chevaux sont trop effrayés pour bouger. Colette pense qu'ils vont tous mourir, mais Kufur lui rappelle que les trolls sont juste des créatures lentes. Kaito est d'accord, pensant qu'ils peuvent éviter ses attaques pour riposter. Encouragé par son ami, Colette hoche la tête et accepte de se battre. Bien que les enfants soient prêts à se battre, ils déglutissent nerveusement à l'approche du roi troll. L'horrible monstre montre son visage, et Colette s'accroche rapidement à Kufa. Kaido lui rappelle d'être courageuse, affirmant qu'il n'est pas si grand que ça. Cependant, alors que le troll s'approche soudain, une massue gigantesque le projette dans les airs. Tandis que les enfants regardent avec horreur, le véritable roi troll apparaît enfin, 10 fois plus grand que le précédent. Finalement, tous les jeunes magiciens abandonnent tout espoir de survie. Les filles se demandent si elles peuvent tenter quoi que ce soit avec la magie, mais Kaido sort discrètement de la calèche, tremblant de peur. Il sort sa baguette, déterminé à se battre jusqu'à la mort. Après avoir canalisé tout son mana dans la baguette, Kaido lance une puissante boule de feu sur le roi troll. Alors que l'explosion retentit sur le visage du monstre, les filles pensent que ça a vraiment marché. Cependant, il ne fait que rugir de colère, prêt à anéantir ces gamins agaçants. Les filles réalisent que Kaido n'a fait qu'énerver encore plus le troll, et il hurle qu'il a déjà épuisé tout son mana. Le roi troll s'approche de la calèche pour attaquer, mais soudain, un sort d'explosion géant vaporise le monstre. Les enfants se demandent qui l'a vaincu. Pendant ce temps, Errol sort de la calèche. Pensant qu'il a un peu trop abusé de son mana, Kaido se demande si c'est lui qui a lancé le sort, et Kufa souligne que l'explosion est une magie rouge de niveau suprême. Choqué, Kaido se souvient aussi que seul un archimage avancé peut utiliser une explosion. Ensuite, Errol s'approche des chevaux et utilise sa magie de guérison. Les chevaux se relèvent et le cocher le remercie. Errol demande au cocher de montrer ses propres compétences la prochaine fois, mais celui-ci trouve que c'est trop compliqué. À proximité, Kaido s'excuse auprès d'Errol pour son impolitesse précédente, le prenant pour un professeur de magie expérimenté, et lui dit qu'à partir de maintenant, il sera son élève. Errol essaie de lui dire qu'il n'est qu'un mage sans classe, mais les enfants pensent qu'il leur cache sa véritable identité. Les voyant le fixer avec tant d'insistance, Errol pense qu'il aurait dû simplement utiliser une épée pour éviter les soupçons. Une fois que tout le monde s'est calmé, la calèche repart. 3 jours plus tard, ils arrivent à une ville insulaire flottante. En la désignant, Kaido dit à Errol que c'est la cité de la magie, Uelsbel. Surpris par l'architecture, Errol descend de la calèche avec les enfants. Kaido explique avec enthousiasme que le pont reliant l'île à la forêt est également maintenu par la magie. Voyant leur ami suivre Errol comme un chien, Kufa se demande pourquoi Kaido l'adore tant. Elle pense qu'il a peut être utilisé de la magie d'hypnose pour contrôler Kaido. Entendant leurs doutes, Errol est agacé de susciter des soupçons partout où il va. Alors qu'ils entrent dans la ville, Kaito demande à Errol s'il va postuler à l'école de magie rouge avec lui. Cela surprend Errol, alors Kaito explique que toutes les écoles sont divisées en fonction de la couleur de leur magie. Puisque chaque élément possède un langage magique différent pour ses incantations, toutes les écoles ont des professeurs et des programmes distincts. Kufur révèle qu'elle ira à l'école bleue. Tandis que Colette se sent nerveuse à l'idée de postuler à l'école verte, réalisant qu'il lui faut passer un examen d'entrée, Errol prie pour ne pas être rejeté, comme ce fut le cas dans la Cité des Épées. Après s'être séparés des filles, Errol et Kaido se dirigent vers l'école de magie rouge.
Alors qu'Errol remet sa demande d'admission, la réceptionniste lui demande s'il a bien rempli toutes ses informations. Il se demande si elle lui demande de vérifier sa classe, pensant qu'elle le rejettera parce qu'il est sans classe. Cependant, elle approuve facilement sa candidature, ce qui surprend Errol. Il demande pourquoi l'école ne rejette pas les sans classe. Alors la réceptionniste lui dit qu'il donne une chance équitable à tout le monde. Leur candidature approuvée, Errol se dirige vers la zone d'examen avec Kaido. Après qu'un jeune homme ait lancé un sort de boule de feu, l'examinateur appelle un autre candidat. Celui-ci s'avance et révèle fièrement qu'il est déjà un mage avancé, choquant tout le monde par son talent. Errol se demande si une classe avancée est si importante, alors Kaido lui dit qu'ils sont pratiquement assurés d'avoir une carrière réussie. Errol hoche la tête, se souvenant que son père a fini à la campagne malgré son talent exceptionnel. Kaito pense que le garçon est trop arrogant, mais Errol lui rappelle qu'il n'est pas mieux. Bientôt, le garçon brûle le mannequin d'entraînement avec un impressionnant sort d'éruption, laissant le public stupéfait. Voyant tout le monde le flatteur, Kaito commence à se vanter de son maître, ce qui agace le garçon. Errol ferme le clapet de Kaito, faisant croire au garçon qu'Errol a peur de lui. Alors que le garçon se vante d'avoir fait fondre le mannequin métallique, Errol lui dit de le regarder à nouveau. En se retournant, il trouve le mannequin intact. À sa grande surprise, l'examinateur explique qu'il est fait de mithril puissant, donc les attaques ordinaires ne peuvent pas le faire fondre. Une fois de plus, Kaido commence à narguer le jeune mage pour son excès de confiance, mais Errol le fait taire avant de partir pour tenter son propre test. Debout devant le mannequin de mithril résistant, Errol pense que c'est une bonne occasion de se donner à fond et de tester ses capacités. Alors qu'il charge son sort, l'examinateur est surpris. Finalement, Errol lance le sort d'éruption, qui ressemble juste à une fine aiguille se déversant sur le mannequin. Voyant la faible puissance du sort, le garçon se met à rire de Kaido pour ses vantardises. Cependant, le mannequin fond soudainement en une flaque, stupéfiant le jeune homme. Puisque le sort d'éruption n'est pas assez puissant pour faire fondre le mithril, le garçon accuse Errol de tricherie. Errol explique qu'il a condensé la flamme dans une zone plus petite pour augmenter l'intensité de sa chaleur, ce qui lui a permis de faire fondre le mithril. Le garçon n'arrive pas à croire une telle magie. Errol commence à s'éloigner, et Kaito se demande où il va. Errol lui dit qu'il compte passer les examens d'entrée des autres écoles de magie également. Il arrive bientôt à l'école de l'eau où Kufa vient de réussir ses épreuves. Elle est surprise de le voir là, alors il lui dit qu'il va tenter l'examen, tout comme elle. Bientôt, c'est au tour d'Errol de commencer, et il crée de solides pics de glace qui brisent le mannequin de mithril en morceaux. Après avoir anéanti tous les espoirs et les rêves des candidats, il se tourne pour viser l'école verte. Là, Errol trouve Colette recroquevillée nerveusement dans un coin et lui demande pourquoi elle ne passe pas son examen. Elle lui dit qu'elle est trop nerveuse pour même s'inscrire, affirmant qu'elle a besoin de soutien moral pour tenter quoi que ce soit. Errol lui dit qu'elle doit passer l'examen seule, alors elle lui demande comment il gère son stress quand il est anxieux. Confus, il répond qu'il n'a jamais ressenti de nervosité de sa vie, ce qui laisse Colette choquée. Errol lui demande pourquoi une personne peut se sentir nerveuse, alors elle lui dit que cela vient de la peur de l'échec. Après avoir réfléchi à ses paroles, Errol demande à Colette si elle n'a jamais échoué auparavant. Elle hoche la tête disant qu'elle échoue beaucoup, c'est pourquoi elle veut l'éviter. Disant qu'il a aussi échoué de nombreuses fois, Errol se demande pourquoi elle en a peur. Colette ne comprend pas ces mots, alors il lui rappelle que même si une personne échoue parfois, sa vie ne s'arrête pas pour autant. Ces mots simples stupéfient Colette, et elle croit enfin que même si elle échoue, elle pourra simplement réessayer plus tard. Après s'être calmée, elle remercie Errol pour son aide. Il sourit et lui demande comment fonctionne l'examen de l'école verte. Colette explique que pour réussir, les candidats doivent faire tourner un moulin à vent avec leur magie. Ayant cela à l'esprit, Errol s'inscrit avec elle et entre dans la zone d'examen. Là, il concentre son esprit et déchaîne un sort de tornade sur un moulin à vent. Alors que les vents violents déchirent le pauvre moulin en morceaux, Errol réalise qu'il n'était pas fait de mithril. L'examinateur dit à Errol qu'il a réussi et demande à Colette de commencer son test. Elle se sent encore plus nerveuse de passer l'examen après la démonstration de compétences insensées d'Errol, mais il lui rappelle de se calmer. Finalement, Colette se prépare à passer son propre test et le réussit. Tandis qu'Errol quitte les lieux, il se dirige vers le reste des écoles de magie, réussissant tous les examens avec brio. Finalement, Errol se dirige vers l'école de magie noire, surpris par son bâtiment en ruine. En marchant dans les couloirs, il remarque une étrange créature dans une boîte. Soudain, une femme s'approche de lui demandant s'il a vu son animal de compagnie, Gui. Errol pointe la boîte, alors elle en sort rapidement une étrange créature. Heureuse d'avoir son animal, elle se vante fièrement auprès d'Errol que c'est une chimère qu'elle a fabriquée dans son laboratoire. Soudain, un squelette souhaite la bienvenue à Errol dans son école, mais il lui tranche la tête par instinct.
Errol se demande si c'est un monstre mort-vivant, mais le squelette se présente comme une personne normale nommée Latalia. Errol se demande comment elle se promène en squelette et demande comment il peut passer l'examen de l'école noire. Latalia explique que puisque personne ne veut apprendre la magie noire, il ne passe même pas d'examen. Bien qu'Errol soit déconcerté par leur attitude décontractée, il décide de les rejoindre quand même. Ensuite, il retourne en ville où Kaido et les filles l'interpellent. Les enfants se précipitent pour lui demander quelle école il fréquentera, puis commencent immédiatement à se disputer pour savoir qui pourra le revendiquer. Errol soupire et révèle qu'il prévoit de fréquenter toutes les écoles en même temps. Kaito pense que fréquenter 3 écoles à la fois est déjà impossible, mais Errol révèle ensuite qu'il fréquentera en fait les 6 écoles de magie de la ville. Alors qu'il énumère du rouge et du bleu au blanc, jaune et noir, les enfants sentent leur monde s'effondrer face aux ambitions insensées d'Errol. Puisque les enfants ne le croient pas, Errol leur montre toutes les cartes d'identité qu'il a reçues des 6 écoles. Il le croit enfin, mais se demande pourquoi les écoles le laissent fréquenter plusieurs établissements. Errol pense que c'est parce qu'elles gardent les informations sur leurs élèves privés, de sorte que les autres écoles ne peuvent pas savoir s'ils sont inscrits ailleurs. Cependant, Errol est toujours confronté à un problème majeur. Ses horaires de cours dans les différentes écoles se chevauchent tous. Heureusement, la présence en classe ne compte que pour 20% de ses notes, il peut donc compenser en réussissant brillamment les examens. Colette dit que ce sera quand même difficile car les manuels ne contiennent pas toutes les dernières informations enseignées en classe. Errol hoche la tête et demande aux enfants s'ils sont prêts à partager leurs notes de cours avec lui. Puisqu'ils sont tous d'accord, il ne reste plus que 3 cours auxquels Errol doit assister lui-même. De plus, l'Institut Noir n'a pas d'horaire formel, ce qui laisse Errol avec seulement les écoles de magie blanche et jaune. Entendant cela, les 2 filles s'éloignent pour avoir une conversation secrète. Tandis que Kaido demande à Errol de suivre le premier cours à l'école rouge avec lui, les filles pensent qu'il est déjà fou de suivre 2 écoles prestigieuses à la fois, mais Errol semble trop détendu à ce sujet. Une fois qu'ils ont tous terminé leur discussion, Kaido dit à tout le monde qu'il est temps de suivre leur premier cours. Un peu plus tard, Errol et Kaido entrent dans leur classe, où ils se dirigent vers le fond. Dès qu'ils entrent, le mage avancé nommé Royce les remarque rapidement, et Kaido commence à le narguer pour avoir perdu contre Errol. Après que Royce ait dit à Kaido qu'il n'avait pas le droit de se vanter, il accuse Errol d'être un simple lanceur de sorts. Cependant, Errol lui dit qu'il n'est pas un lanceur de sorts, alors le garçon pense qu'il pourrait être un mage. Quand Errol répond qu'il n'est pas un mage non plus, il prend peur, pensant qu'il pourrait être un archimage avancé. Au final, Errol lui dit qu'il n'est pas non plus un archimage, alors le pauvre garçon reste confus quant à sa classe. Bientôt, leur professeur entre pour le cours. Alors Royce l'interroge sur la classe d'Errol. Le professeur ouvre son livre et dit à Royce que Errol est sans classe, ce qui le laisse stupéfait. Finalement, Errol et Kaido s'assoient à leur place, et le professeur commence leur cours. Alors que le professeur commence à écrire des manuscrits complexes au tableau, Kaido sent son cerveau fondre sous la pression. Pendant ce temps, Errol est surpris qu'il enseigne le langage magique de base, puisque la plupart des lanceurs de sorts peuvent naturellement utiliser les manuscripts grâce à leurs compétences. Bientôt, le professeur explique que bien que les enfants n'aient pas besoin de connaître le manuscript pour lancer des sorts, cela les aidera grandement pour des sorts plus avancés. Il révèle également qu'en maîtrisant le langage magique, un mage peut augmenter la puissance de ses sorts et réduire la consommation de mana ainsi que la tension sur son corps. Cette information surprend Errol, puis le professeur révèle également qu'un mage avancé peut débloquer de nouveaux effets en réorganisant le contenu de ses sorts. Alors que Kaito apprend cela, il réalise que Errol réalisait sans effort cette technique puissante sans formation formelle. Errol est également surpris car il a toujours vu son père jouer avec des sorts magiques comme des Lego et la copier. Le lendemain, Errol visite l'école verte s'ennuyant car il n'a rien appris de nouveau dans les 3 écoles. Il est cependant excité d'apprendre la magie de vol la basse car il ne l'a jamais utilisée auparavant. Puisqu'Errol peut déjà utiliser une magie bien plus avancée, Colette est surprise que le vol de base soit nouveau pour lui. Il explique que chez lui, son père avait trop peur des hauteurs, alors il ne l'a jamais laissé voler là-bas. Bientôt, la professeure de vent appelle ses élèves à se préparer. Elle leur dit à tous d'imaginer monter dans un fort courant d'air, puis de s'imaginer être un oiseau. Errol note que cette méthode de visualisation ne fonctionne que pour les élèves qui ont la classe du vent, il ne peut donc pas l'utiliser en l'imaginant simplement. Alors qu'il se demande quoi faire, Colette se soulève avec succès dans les airs. Il est impressionné par cela, mais elle perd vite le contrôle et retombe au sol. Tandis que tout le monde se moque d'elle, Colette est déterminée à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'elle maîtrise cette compétence. La voyant flotter dès son premier jour, Errol pense qu'elle peut facilement la maîtriser avec un peu de pratique. Ensuite, il essaie de voler avec un sort de tornade, mais cela le catapulte simplement dans le ciel.
Après avoir atterri au sol comme une météorite tombée, Errol pense que sa méthode était trop extrême, tandis que Colette l'aide à se relever. Un autre élève s'approche d'eux, riant de leur maladresse. Il commence à montrer ses talents de vol et se vante d'être assez bon pour gagner une course. Puisqu'Errol ne sait pas ce qu'est une course, Colette lui explique que les utilisateurs du vent s'affrontent généralement sur des parcours difficiles pour voir qui a le meilleur mouvement. Se sentant intéressé, Errol pense qu'il rejoindra une course aussi, mais le garçon lui rappelle qu'il ne peut pas concourir sans la compétence de vol. Errol lui dit qu'il peut apprendre la compétence avec suffisamment de pratique. Alors le garçon demande à leur professeur quand aura lieu la prochaine course. Quand elle lui dit que cela aura lieu dans 2 mois, le garçon dit à Errol qu'il aura besoin d'au moins 6 mois de pratique avant de pouvoir voler assez bien pour courir. Il pense que Errol devrait courir l'année prochaine, mais Errol est confiant qu'il peut combiner ses compétences de vent juste à temps pour celle-ci. Entendant ces mots confiants, Colette croit qu'il peut vraiment y arriver. Quelques jours plus tard, Kaito visite l'école verte avec les 2 filles car Kufai a perdu un objet. Il se demande pourquoi les filles avaient besoin de son aide si tard. Alors Kufa lui dit qu'elle a peur des rumeurs effrayantes. Terrifié, Kaido se couvre immédiatement les oreilles et Kufa commence à le narguer pour être une telle poule mouillée. Il lui rappelle qu'elle se cache littéralement derrière Colette. Alors elle commence à inventer un tas de faibles excuses. Alors qu'ils commencent tous les deux à se chamailler, Colette leur dit de se taire puisqu'il est minuit. Soudain, les 2 enfants remarquent un fantôme derrière elle et ils commencent à crier de terreur. Alors que le fantôme entre dans le bâtiment par la fenêtre, il couvre immédiatement la bouche de Colette pour l'empêcher de crier. Kaido menace le fantôme de laisser partir son ami. Alors qu'il essaie de lancer un sort, le fantôme lève les mains en signe de reddition et retire sa capuche, révélant que c'est en fait Errol. Il demande aux enfants ce qu'ils font si tard dans la nuit, alors il lui demande aussi pourquoi il se faufile comme un fantôme. Errol pointe ses pieds flottants au-dessus du sol, expliquant qu'il pratique ses compétences de vol toutes les nuits. Kufa est soulagé que le fantôme ne soit pas réel, tandis que Kaido s'inquiète pour la santé d'Errol. Errol rassure Kaido en lui disant qu'il va bien puisqu'il dort aussi actuellement. Les enfants sont choqués qu'il puisse dormir en utilisant le sort, mais Errol confirme qu'il le fait pour gagner du temps. Il dit aux enfants que cette méthode est excellente pour la récupération, mais Kufa pense qu'il n'y a aucun moyen que dormir ainsi puisse aider son corps. Puisqu'il affirme obstinément que cela fonctionne bien, Kufa abandonne et est étonné qu'il puisse y arriver. Pendant ce temps, Kaido réalise à quel point il a négligé son entraînement. Il dit à Errol que même s'il ne pourra jamais atteindre son niveau, il commencera à s'entraîner beaucoup plus dur pour maîtriser ses propres techniques. Errol lui rappelle de se débarrasser d'abord de sa peur des fantômes, tandis que les filles se sentent également inspirées à travailler plus dur. Après avoir récupéré l'objet perdu de Colette, les enfants rentrent chez eux. Tandis qu'Errol se demande quoi faire ensuite, il entre à l'école noire, où Latalia s'anime en le voyant. Errol lui dit qu'il veut juste utiliser la bibliothèque. Alors elle est déçue. Ensuite elle lui donne une carte de bibliothèque, et Errol explique qu'il veut lire tous les livres uniques de l'école noire puisqu'il ne se trouve nulle part ailleurs. Voyant son enthousiasme à lire des livres de magie noire, Latalia essaie de recruter Errol dans son bureau puisque personne d'autre ne veut y travailler. Cependant, il refuse sa gentillesse et s'en tient à simplement emporter les livres chez lui. Le lendemain, alors qu'Errol est en classe à l'école rouge, il lève la main pour poser une question. Quand le professeur se retourne, Errol lui fait remarquer qu'il a mal orthographié une ligne, ce qui le surprend. Après avoir regardé le tableau, le professeur réalise qu'Errol avait raison. Alors il commence à corriger. Kaito est impressionné qu'Errol puisse signaler l'erreur d'un professeur, alors il explique qu'il a dû mémoriser chaque sort qu'il utilise, parce qu'il ne peut pas les invoquer automatiquement avec une compétence. Kaido est effrayé qu'Errol puisse se souvenir de tous ces sorts compliqués, alors il révèle qu'il raccourcit les plus longs pour faire de la place à d'autres. Alors que le professeur entend parler des sorts raccourcis d'Errol, il lui demande de réécrire le sort au tableau avec sa version abrégée. Il accepte et s'approche du tableau pour écrire sa version raccourcie. Voyant qu'Errol a supprimé 2 lignes entières du sort, le professeur. Cependant, il souligne que la version d'Errol supprime toutes les fonctions de sécurité, de sorte que le sort raccourci pourrait exploser s'il échoue. Tandis que Kaito sent sa tête tourner à cause de toutes ces idées complexes, Errol dit au professeur que la protection divine est suffisante pour gérer toute explosion si les sorts échouent. Le professeur se demande comment il peut supporter la douleur d'une explosion littérale, mais Errol dit qu'il peut l'endurer tant qu'il ne meurt pas. Entendant sa réponse confiante, le professeur réfléchit un instant. Puis, il demande à Errol s'il veut passer un examen pour une promotion directe en 2e année puisqu'il en sait déjà tant. Tandis qu'Errol se sent intrigué, Royce se lève également et demande à passer l'examen de promotion. Ensuite, le professeur les emmène dans un espace clos avec une porte métallique au bout. Le professeur dit aux 2 garçons que dès que la porte s'ouvrira, ils affronteront un monstre à vaincre pour le test.
Alors qu'Harrow pense que ce sera facile de réussir, le professeur le met en garde de ne pas laisser le monstre s'approcher trop près. Ensuite, il demande au garçon lequel d'entre eux veut commencer, et Royce s'avance. Une fois que Royce est prêt, le professeur ouvre la porte. Bientôt, un grand minotaure en sort, rendant Royce nerveux. Alors que le monstre fonce sur lui, Royce lance rapidement son sort d'éruption. Malheureusement, le monstre évite son attaque grâce à sa vitesse fulgurante et continue de foncer sur lui. Pendant ce temps, Errol est impressionné, car Royce a considérablement augmenté la puissance de son sort. Cependant, à cause de sa mauvaise précision, il ne parvient pas à toucher le Minotaure avec le mur de feu stationnaire. Bientôt, le Minotaure se retrouve juste devant Royce. Alors que le monstre géant lève sa patte pour attaquer, Royce recule de peur, mais il disparaît soudainement dans les airs. Non loin de là, le professeur rit, affirmant qu'il est hors de question que leur école mette la vie d'un élève en danger. Errol remarque à quel point le professeur s'amuse, tandis que Royce se sent mal à cause de sa terrible performance. Le professeur lui rappelle qu'il est normalement censé passer l'examen après 2 ans de cours, donc ce résultat était déjà très bon pour lui. Cependant, Royce a les larmes aux yeux à cause du coup porté à sa fierté, pensant qu'Errol est déjà plus fort que ce qu'il deviendra dans 2 ans. Puis, il réalise que le professeur lui a permis de passer l'examen pour qu'il voie ses propres limites. Finalement, Royce accepte sa faiblesse et promet à son professeur de s'entraîner de son mieux à partir de maintenant. Le professeur hoche la tête et dit à Errol de se préparer pour son test. Il descend dans l'arène et le professeur l'informe qu'il affrontera le même monstre. Après qu'Errol soit prêt, le professeur ouvre la porte et un autre Minotaure en sort. Cependant, Errol remarque qu'il a l'air différent d'avant, et même le professeur est confus. Bientôt, une autre instructrice arrive en courant, disant qu'elle pensait qu'il tenait un examen, alors qu'elle révèle avoir libéré un Minotaure de niveau supérieur pour Errol. Le professeur est choqué. Dans l'arène, le puissant Minotaure fonce droit sur Errol. Il prépare calmement 2 lances de feu flamboyantes, laissant les professeurs stupéfaits. L'instructeur Bacchus note que bien que les lances plus petites soient moins puissantes que l'éruption, il est beaucoup plus facile de toucher une cible en mouvement avec elle. Errol lance les lances sur le Minotaure, mais il saute par-dessus, à la surprise générale. Le professeur réalise qu'il est normal qu'un Minotaure de haut niveau soit si intelligent et se demande s'il peut échapper à son piège de téléportation. Pensant qu'Errol est en danger, il lui propose de l'aider, mais Errol lui dit qu'il va bien. L'instructeur Bacchus lui rappelle que les attaques frontales ne fonctionneront pas sur le Minotaure. Alors Errol tente une nouvelle stratégie. Il contrôle ses lances pour attaquer le Minotaure par derrière, et elles s'enfoncent facilement dans le dos du monstre. Une fois le Minotaure vaincu, l'instructeur demande à Errol s'il a ajouté un effet de guidage à ses lances. Il hoche la tête, disant qu'il a modifié le sort pour inclure un guidage. Ensuite, Errol incinère le Minotaure vaincu avec éruption, le réduisant en cendres. Le professeur est stupéfait qu'Errol soit à la hauteur du meilleur élève de leur école. Il pense qu'il est impossible qu'une personne sans classe soit si forte, et que la classe d'Errol n'a pas été détectée correctement. Alors qu'Errol remonte de l'arène, il demande au professeur s'il a réussi. Souriant, l'instructeur Bacchus dit que le résultat est clair et lui dit de commencer à suivre les cours de 2e niveau. Plus tard, Kaito apprend la promotion d'Errol et commence à s'en vanter auprès des filles. Cependant, Errol ne semble pas très heureux. Puisqu'il n'a pu passer l'examen de promotion que sur recommandation de son professeur, il dit que les autres écoles pourraient ne pas lui donner cette chance. Les filles réalisent qu'Errol veut aussi être promu dans leurs écoles. En réalité, Errol prévoit de se faire promouvoir dans les 6 écoles, ce qui les laisse complètement sans voix. De retour à la maison, alors que Rhianner essaie de cuisiner seule, elle est effrayée par les ustensiles chauds. Farah lui dit qu'elle peut faire une pause, mais Rhianner décide de persévérer. Après avoir soigneusement amené un poisson au-dessus de l'huile chaude, elle le laisse tomber en toute sécurité, mais est toujours effrayée par l'éclaboussure. Pendant ce temps, Mira dit à Rhianner de se dépêcher, mais Fer lui dit d'attendre patiemment. Elle enseigne à la jeune fille que toutes les bonnes choses prennent du temps, tout comme Errol est devenu fort après d'innombrables heures d'entraînement intensif. Cependant, Mira pense que Rhianner ne peut pas se comparer à Errol, et elle est d'accord. Rhianner sait qu'il a suivi un entraînement bien plus difficile qu'elle, et se demande ce qu'il fait en ce moment. À l'Académie de Magie Bleue, Errol demande à sa professeure Engel de passer un examen de promotion. Elle lui dit d'attendre la fin de l'année, mais Errol lui demande si elle peut le recommander dans un cas exceptionnel. Engel lui rappelle que seuls les élèves spéciaux peuvent obtenir des exceptions, alors il propose de lui montrer sa magie de l'eau. Elle soupire et lui propose de le promouvoir s'il réussit bien dans ses cours. Cependant, Errol lui dit qu'il ne veut pas suivre ses cours inutiles en premier lieu, ce qui la met en colère. Alors que Engel se sent insulté par le commentaire d'Errol, il clarifie que ses cours ne sont pas réellement inutiles, mais qu'ils sont d'un niveau trop bas pour quelqu'un avec ses compétences. Ses commentaires arrogants irritent Engel encore plus, et elle lui dit finalement de joindre le geste à la parole et de montrer ses vraies compétences.
Pour commencer son examen, elle l'emmène dans une cour isolée pour un entraînement. En voyant Errol affronter sa propre professeure, Koofa se demande s'il peut vaincre une personne proche d'être un archimage. Après qu'Errol ait terminé son échauffement, Engel lui dit qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser des attaques physiques dans le duel. Il accepte les règles et recule de quelques pas, mais elle lui rappelle qu'il pourrait se blesser pendant le combat. Le voyant accepter les règles si facilement, Engel se demande s'il pense vraiment pouvoir la battre. Errol lui dit que bien qu'il ne puisse pas être sûr à 100%, il pense avoir de bonnes chances contre elle. Sa confiance enrage Engel, alors elle commence le duel avec un puissant sort de tornade de glace. Alors que les vents violents gèlent Errol en un bloc de glace, Koofa s'inquiète pour lui, Engel pense qu'elle a déjà gagné, alors elle dit à Koofa d'apprendre du match qu'elle vient de voir. Soudain, Errol brise la glace de l'intérieur, révélant la compétence barrière de glace qu'il a utilisée pour se protéger. Engel est enfin surprise par sa force, alors il invoque une douzaine de points de glace pour l'attaquer. Elle se calme, pensant que ce n'est qu'une compétence de base, mais Errol crée soudainement une autre série de stalactites. Bientôt, il tire ses stalactites pour attaquer Engel, mais elle crée ses propres lames de glace pour se défendre. En la voyant défendre son attaque, Errol pense que Engel est vraiment qualifié pour être professeur. Pendant ce temps, Engel se souvient qu'Errol a également utilisé la même attaque lors de son examen d'entrée. Alors elle pense que c'est sa compétence spéciale, elle dit à Errol que les sorts de glace sont aussi sa spécialité. Alors il la défie en duel de lames de glace. Après qu'Errol ait créé encore plus de stalactites qu'avant, Engel égalise facilement son attaque, mais cette fois, Errol forme aussi une centaine de stalactites à sa gauche, à sa droite et directement derrière elle, la piégeant dans un cercle de glace. Puisque changer la direction d'une stalactite nécessite une modification de sort incroyablement complexe, Engel réalise qu'elle est complètement dépassée, ne lui laissant aucun temps pour réagir. Errol lance toutes les lames de glace vers elle, alors elle les bloque avec une barrière. Alors qu'elle bloque toute l'attaque, Engel est surprise que les frappes d'Errol ne perdent aucune puissance malgré l'utilisation de tant de mana. Cependant, elle remarque que les lames de glace ne font que geler autour de sa barrière, ce qui augmente encore plus sa force. Elle pense qu'une fois qu'Errol sera à court de mana, ce sera son tour d'attaquer. Cependant, Errol lui dit qu'il est sur le point de terminer le match, ce qui la choque. Elle lui rappelle qu'aucune de ses stalactites n'a percé son bouclier, alors Errol lui dit qu'il ne le voulait pas non plus. Puis il lance une lance glaciaire d'en haut, faisant se demander à Engel comment il lui reste autant de mana. Alors que la lance fonce vers elle, Engel essaie de la bloquer avec un autre bouclier de glace, mais le tranchant de la lance transperce le bouclier et la vainc. Après avoir gagné le duel, il quitte l'école et retrouve les enfants. Ils apprennent que Engel l'a directement promu à la classe sans autre examen puisqu'il l'a vaincu. Puisque son objectif est de maîtriser tous les différents types de magie, Errol passe à la promotion à l'école verte. Alors qu'il parle à sa professeure devant avec Colette, elle lui dit que l'école verte ne fait pas d'exception comme les autres écoles. Entendant le refus catégorique de sa professeure, Colette essaie d'éloigner Errol. Ensuite, la professeure consulte le règlement de l'école et découvre que le directeur peut directement promouvoir les élèves s'il le souhaite. Errol pense qu'il a une chance, mais elle lui dit qu'il est hors de question qu'elle le laisse déranger le directeur pour sa demande personnelle. La professeure avertit Errol qu'il sera expulsé pour avoir dérangé le directeur, alors il se calme enfin. C'est la dernière chose qu'il souhaite. Colette se demande pourquoi Errol est si pressé d'être promu, alors il lui dit qu'il essaie de rattraper une personne qu'il admire. Ensuite, il demande à sa professeure s'il peut directement montrer ses compétences pour prouver sa force, mais elle continue de le refuser. Finalement, Colette pense à une autre façon pour Errol de faire ses preuves. Elle se souvient qu'après l'événement de course aérienne de l'école, le directeur remet personnellement le prix au vainqueur de la première place. Errol pense que c'est une excellente occasion de rencontrer directement le directeur. Mais sa professeure lui rappelle que la course est une compétition féroce avec plus de 300 participants. Puisqu'Errol est confiant de pouvoir gagner, il sort bientôt avec les enfants pour participer à la course. Pendant que les enfants encouragent Errol, l'arrogant utilisateur de vent de tout à l'heure, nommé Skake, s'approche de lui. Comme Errol ne se souvient pas de qui il est, l'ego précieux du garçon est blessé. Il se présente à Errol et affirme qu'il deviendra le meilleur utilisateur de vent de tous les temps. Mais Errol lui dit qu'il va gagner la course. Skake se souvient qu'Errol ne pouvait même pas voler il y a 2 mois. Alors le garçon se demande comment il compte gagner toute la course. Errol lui dit qu'il s'est beaucoup entraîné depuis. Mais Skake pense qu'il est impossible qu'il ait pu s'améliorer autant en si peu de temps. Bientôt, l'annonceur de l'événement, Grid, lance l'événement. Il explique que la course partira de leur école, fera le tour de toute la cité magique avant de revenir. Ensuite, il désigne le directeur qui assiste en tant qu'invité spécial et dit au public de l'encourager. Alors que le directeur dit à tous de rester en sécurité, Grid présente ensuite le commentateur, l'instructeur Dummel.
L'apparition du bel instructeur met toutes les filles en émoi, alors Kaido devient jaloux qu'ils reçoivent toute l'attention. Toutes les préparations terminées, les participants se mettent en ligne pour commencer la course. Bientôt, Grid lance la course, et tous les mages s'envolent. Malheureusement, de nombreux mages inexpérimentés se heurtent dès le début, laissant les mages expérimentés réellement concourir dans la course. Alors que Grid commente le match, soudain, un élève perd le contrôle de sa magie et s'écrase dans le public, tandis que l'enfant gît dans un désordre de ses propres os. Dumel souligne qu'il a fait la même erreur l'année dernière. Pendant ce temps, une fille nommée Dion mène la course parmi les 15 premiers et Dumel remarque quelques nouveaux concurrents parmi eux. Alors qu'il regarde Skake et Errol, Skake se demande comment Errol suit le rythme rapide. Errol lui dit que les meilleurs concurrents vont en fait lentement en ce moment car ils doivent préserver leur endurance pour le reste de la longue course. Skake est choqué qu'Errol considère cette vitesse élevée si lente et essaie de le cacher. À ce moment-là, Errol remarque un virage serré venant du chemin étroit de la porte de l'école et se concentre sur son exécution parfaite. Alors que Grid atteint la porte, il incite le public à regarder si les meilleurs concurrents peuvent passer le virage. Les deux premiers d'entre eux sont incapables de tourner à temps, alors ils vont directement dans le lac de la ville. Derrière eux, Skake s'assure de tourner parfaitement, et il s'en sort après un effort intense. Skake pense qu'il a enfin laissé Errol derrière lui, mais il arrive facilement derrière lui à un rythme détendu. Bientôt, Grid suit les élèves alors qu'ils volent autour de la ville, remarquant que la course est déjà à mi-chemin. Voyant Dion en tête, Dumel pense qu'elle va gagner puisqu'elle a également remporté les 3 dernières courses. Cependant, Skake et Arrow suivent son rythme, alors Grid pense qu'il pourrait assister à un renversement excitant. Pendant ce temps, Dion est surprise que des élèves de première année suivent sa vitesse, alors elle décide de devenir sérieuse, elle augmente sa vitesse et prend encore plus d'avance, alors Skake fait de son mieux pour la rattraper également. Malheureusement, il réalise bientôt que son corps est à court de mana, alors il admet sa défaite. Bien que Skake prenne du retard, Dumel le félicite pour sa performance exceptionnelle en tant qu'élève de première année. Ensuite, Grid concentre son attention sur Errol, qui vole toujours à côté de Dionne. Voyant qu'il suit le rythme, Dionne accélère encore plus. Errol sait qu'il ne peut pas aller plus vite que sa vitesse actuelle, alors il décide d'utiliser une compétence secrète pour l'augmenter. Avec des rafales d'air sous ses bottes, il rattrape Dion avec la vitesse supplémentaire. Même Grid est surpris par la performance d'Errol, alors Dumel explique qu'Errol condense d'épaisses masses d'air autour de ses pieds et les repousse pour se propulser en avant. Grid est surpris, car il ne pensait pas qu'un tel sort était même possible. Alors que Dumel souligne que les rafales d'air ne donnent qu'un petit coup de pouce en vitesse, Errol a considérablement accéléré avec ses coups de pied. Alors Grid se demande comment il fait. Pour expliquer l'incroyable vitesse d'Errol, Dumel suppose que ses jambes doivent être incroyablement fortes, car seuls les épéistes de classe suprême peuvent réaliser une telle prouesse. En entendant le commentaire de Dumel, Errol est impressionné qu'il ait compris. En réalité, il utilise épée, une compétence de mouvement d'épéiste. Alors que les derniers participants courent vers la fin, Grid se demande lequel d'entre eux va gagner. Cependant, Dumel pense que les choses ne seront pas si simples, car ils doivent faire un autre virage serré pour entrer par la porte de l'école. À la vitesse actuelle de l'élève, un virage aussi brusque serait presque impossible à réaliser pour eux. Dion note également qu'elle doit ralentir pour le virage et attend qu'Errol ralentisse afin de prendre de la distance sur lui. Cependant, il refuse de ralentir, même en atteignant la porte, alors Dion est forcé de se protéger et de rester derrière. Grid félicite Errol d'avoir pris la tête, mais il pense qu'il est impossible qu'il puisse prendre le virage. D'une manière ou d'une autre, Errol lui prouve le contraire en frappant l'air devant lui pour repousser son corps et réduire sa vitesse. Avec l'aide de ses coups de poing, il passe facilement la porte et franchit la ligne d'arrivée, remportant la toute première course à laquelle il n'ait jamais participé. Après la victoire d'Errol, Dion le félicite pour sa victoire. Alors que Dionen est déterminé à réessayer l'année prochaine, Skake se rapproche lentement derrière eux pour terminer 3e. Ensuite, le directeur félicite Errol et lui remet un certificat et une médaille pour sa victoire. Après avoir accepté les récompenses, Errol demande au directeur de le promouvoir. Puisqu'il vient de prouver ses incroyables capacités, le directeur accepte de le promouvoir en 2e année et lui demande où il a appris sa magie incroyable. Errol lui dit qu'il l'a juste appris à l'école, mais il ne croit pas qu'il ait appris une magie de vol aussi avancée dans leur classe de base. Ensuite, le directeur part après lui avoir souhaité bonne chance. Errol est heureux d'avoir obtenu ses promotions dans les écoles rouges, bleues et vertes et a hâte de s'attaquer aux 3 suivantes. C'était l'épisode 9. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.